Welcome. Ok. Bon, il me manque quand même mes notes. Faut pas déconner. Pour être sûr que je digresse pas trop. Je vais forcément digresser, mais pour être sûr que je digresse pas trop loin, quoi. Faut quand même mes notes. Est-ce que j'ai foutu ce truc? Non, franchement, je suis choqué parce que d'habitude, ça me prend quand même un peu plus de temps pour préparer les webinaires. Et là, en fait, juste, ça coulait de source, quoi. Genre, j'ai même pas eu besoin vraiment de faire des efforts ou quoi. Tout m'est venu presque naturellement. Et là, pour vous dire, je suis à mon boulot et je prends ma pause du boulot pour pouvoir faire le webinaire, pour vous dire à quel point je suis en mode pas d'obstacle, pas de friction, pas de rétention, quoi. Vraiment, tout est très fluide sur ce webinaire, comme quoi ça veut dire qu'il devait se passer et peut-être que je devais vous transmettre ces informations-là. Alors, c'est vrai que la maison 8, c'est une maison qui a mauvaise presse. C'est une maison qui fait peur. C'est une maison qui est très liée à des domaines et à des sujets qui font peur. Et en fait, vous avez raison d'avoir peur parce que c'est pas drôle la mort, c'est pas drôle la perte, c'est pas drôle les dettes, les impôts et les taxes. Enfin, il y a plus drôle, je pense. Euh, c'est pas forcément parce que c'est une maison maléfique, même si avec le temps et l'histoire de l'astrologie, on l'a beaucoup considérée comme une maison qui est maléfique. Ouais, 2 secondes, puisque ces histoires de boulot, je suis censé être en déj, il faut juste que je sorte du déj. Non, mais c'est vraiment la prison, ce taf. Mais il faut faire ce qu'il faut faire. Si j'étais aux États-Unis, je serais serveur. Là, je suis serveur digital, je bosse pour YouTube. Ironiquement. En plus, ouais. Ironiquement, hop, c'est bon, je suis à vous. Et moi, ce que j'aime avec cette maison 8, c'est que c'est une maison qui ne ment jamais. Il n'y a pas de mytho, en fait, dans la maison 8. Tout est très réel, même si je pense qu'il peut y avoir des illusions. Et je vais m'expliquer. J'ai beaucoup parlé du symbole du miroir et particulièrement du miroir de Rized. Alors, juste par pure curiosité, qui est, comment dirais-je, familière ici avec l'univers d'Harry Potter de J.K. Rowling. Ok, ok. Donc, dans Harry Potter 1, il y a cette fameuse scène où ils arrivent à rentrer en fait dans la zone, je sais plus, de l'escalier nord ou whatever. C'est là où ils ont mis tous les pièges pour protéger la pierre philosophale. Et en fait, ils traversent quelques pièges et ils arrivent devant le miroir de Rized. Et en fait, devant ce miroir de Rized, elle est trop. Enfin bon, vous me direz peut-être que c'est le traducteur qui l'a appelé Rized, mais en fait, c'est le verlan de désir, c'est le miroir des désirs. Et en fait, devant ce miroir de Rized, on a ce fou de professeur Quirrell qui en fait est quasi possédé par Voldemort, il est en face du miroir et il essaie d'avoir la pierre philosophale, quoi. Et j'ai vraiment pas fait exprès hein, de choisir la métaphore du miroir de Rizet. Je vous jure, enfin, la veille de l'entrée d'Uranus en Gémeaux, tous ces trucs se sont imposés à moi. Donc ça fait très ésotérisme. Mais pour le coup, je m'en fiche complètement. J'ai vraiment eu aucun effort à faire. Moi, c'est une image que j'avais déjà vue et c'est vrai que c'est une image qui revient souvent dans mon subconscient. Le miroir de Rizet, je me souviens, la première fois que j'avais vu le film, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné et presque fait peur. Mais grosso modo, c'est un miroir qui va vous montrer ce que vous voulez voir, vos désirs les plus profonds et les désirs que vous avez même du mal à vous avouer. On n'entend pas Harry dans le film. Je suis désolé pour les personnes qui ne connaissent pas Harry Potter, mais grosso modo, enfin, je pense que vous voyez la marque Harry Potter et donc je raconte en même temps ce qui se passe. Mais dans le film, on ne voit pas Harry en train de dire j'aimerais bien être réuni avec mes parents. Mais du coup, en face du miroir, c'est exactement ce qu'on voit. En fait, au profond de lui, au plus profond de lui, on a ce désir d'être réuni avec ses parents et je pense d'ailleurs, pour aller plus loin, et parce que je connais bien l'univers Harry Potter, et parce que je connais bien le personnage d'Harry qui est un peu égoïste et un peu narcissique, c'est un lion, je pense pas que son désir, c'était juste de retrouver ses parents vivants. Je pense que son vrai désir, vu que c'est un enfant, c'est juste d'être un enfant normal, en fait, d'avoir des parents comme tout le monde, d'aller à l'école comme tout le monde, d'être normal, en fait, et de pas être cette espèce d'enfant de la prophétie où, en fait, tout le monde le connaît sauf lui-même. Tout le monde sait qui il est et quel rôle il a joué, sauf lui. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est une super métaphore pour la maison 8, parce que c'est aussi une maison de désir. Et en fait, la vision que j'ai eue, et là, je vous partage vraiment le truc de manière très fraîche, c'est que cette maison 8, en fait, c'est une maison dans laquelle on n'a pas seulement des traumas. En fait, on a tendance à se concentrer sur le négatif, mais
pour qu'on ait la perception de quelque chose de vraiment négatif, de douloureux, de traumatique, il faut forcément qu'il y ait quelque chose en comparaison. Donc en fait, la maison 8, c'est pour moi, c'est plus une maison du tragique. C'est la maison de la tragédie, c'est la maison d'une histoire qui commence bien et pour moi qui finit bien. Mais pour beaucoup de personnes qui sont bloquées en fait dans les entraves de la maison 8, c'est une histoire qui finit mal. Euh, Oula, il y a beaucoup de gens qui se ramènent. Attendez 2 secondes, je fais la conciergerie aussi. Je suis le physio. Euh, ok, on continue. Et ouais, et donc pour moi, c'est vraiment une belle métaphore de la maison 8, ce fameux miroir. C'est les désirs, c'est les actes manqués, c'est des choses qu'on voudrait saisir, mais qu'on n'arrive pas forcément à saisir. Et on va continuer à parler de ce miroir parce que je vais l'utiliser comme outil archétypal pour parler de l'influence de la maison, des 12 maisons 8 en fonction des ascendants. Donc, restez avec moi jusqu'au bout, puisque pour chaque ascendant, on va explorer un petit peu cette maison 8. Et évidemment, si vous avez la moindre question ou remarque, même dès maintenant, vous n'hésitez pas à prendre la parole. C'est vrai qu'on est pas mal là, mais enfin voilà, je vous fais confiance pour que ce soit fait de manière fluide et respectueuse. Donc la maison 8, pour moi, c'est une maison du cauchemar révélé, donc pour les raisons que j'ai partagées avec vous. Euh, euh, Moi, j'ai eu des révélations un peu plus spécifiques sur la maison 8 parce qu'elle est en Gémeaux et que c'est un signe qui est vachement lié à l'information. Je ne sais pas, juste par pure curiosité, s'il y a des ascendants scorpions qui sont présents, juste pour voir le ratio. Euh, et je verrai si c'est pertinent de mentionner la maison 8 en Gémeaux ou si je me taire sur la maison 8 en Gémeaux jusqu'à ce que ce soit le tour des ascendants scorpions. Ok, il n'y a qu'une seule ascendant scorpion. Franchement, c'est la première fois sur un événement mythologie astrale qu'on est en minorité. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se faire chasser? Je ne sais pas. Bref, je raccourcis à l'extrême cette slide, mais grosso modo, je me suis rendu compte dans cette révélation pré-rentrée d'Uranus dans ma maison 8 qu'en fait, tous les traumas karmiques, familiaux que je portais, notamment celui du deuil et donc vraiment de la mort, quoi, bah, c'était pas à moi. Je le savais déjà, mais il y a eu vraiment un déclic comme si je sais pas, comme si ça avait été enlevé de mes épaules juste avant qu'Uranus rentre dans la maison 8. Ce truc où en fait, c'est juste le deuil de ma mère qu'elle a jamais vraiment fait. Et voilà, par transmission, je me retrouve à porter ça dans cette vie et dans ma vie de tous les jours, alors que j'ai pas forcément des liens affectifs aussi forts qu'elle a eu avec sa fratrie, pour plein de raisons. Je suis né en Afrique et j'ai grandi avec eux aussi, mais je suis pas resté aussi longtemps avec eux. Et puis surtout, c'est mes oncles et tantes, c'est pas mes frères et sœurs. Je pense que c'est pas exactement le même type de deuil et le même type de douleur, même si évidemment, c'est très dur aussi de perdre un oncle ou une tante. Et donc, je salue vraiment ce moment de clarté et on reviendra, si on a le temps, hein, sur l'entrée d'Uranus dans vos maisons respectives, peut-être s'il n'y a pas trop d'ascendants différents, pour que vous puissiez aussi jeter un œil à ce qui se trame pour vous. Donc, on a parlé du miroir de Riset, c'est un objet magique qui est redoutable. Pourquoi? Puisque dans le film, c'est un piège. Il y a beaucoup de pièges qui sont placés pour protéger la pierre philosophale, et en fait, c'est le dernier piège. Et c'est marrant, hein, le piège le plus puissant dans le Bambouclad, dans le dans l'univers de J.K. Rowling, c'est le désir. Donc, je trouve que c'est assez parlant. Pourquoi la maison 8, c'est un miroir astral? C'est un miroir cassé, c'est un miroir déformé, mais c'est quand même un miroir astral. Pourquoi? Oula, il y a encore des gens qui arrivent. Arnel, ok. Euh, c'est un miroir cassé, c'est un miroir déformé, mais c'est un miroir quand même pour les raisons que je partage avec vous. C'est de très beaux souvenirs qui tournent au cauchemar, en fait. C'est un peu ce parent qui voit son enfant partir à vélo le matin, mais qui ne le reverra pas le soir parce que peut-être qu'il s'est fait écraser. C'est deux amoureux qui s'entrelacent et qui se partagent des secrets sans se rendre compte que l'un ou l'autre va utiliser ce secret un jour pour blesser, pour le tuer, en fait, émotionnellement. Pour moi, c'est ça, en fait, la maison 8, c'est une maison de la perte. Et c'est une maison d'une perte qui se répète énormément. C'est pas que la maison de la perte, la maison 8, Dieu merci. C'est aussi ce que j'appelle, moi, un véhicule alchimique, dans le sens où cette maison 8, c'est également une console. On peut l'utiliser pour transformer quelque chose qui a été en quelque chose qui sera. Et qu'est-ce que j'entends par là spécifiquement? On sort de la dimension monétaire, de flux, etc., de flux partagés pardon, de la maison 8 et on se concentre un peu plus sur sa fonction dans le thème de manière générale. Quel rôle est-ce que cette maison 8 elle joue dans le thème? C'est une maison qui est vachement liée à la transmutation des énergies et des expériences.
Moi, j'ai deux exemples pour vous, même s'il y a plein d'exemples de personnes qui ont traversé les enfers et qui sont revenus. Déjà, on commence par le voyage intérieur féminin. Le voyage intérieur féminin, que ce soit celui d'Inanna Ishtar, d'Isis, qui part retrouver d'abord les morceaux d'Osiris avant d'essayer de les remembrer. Qu'on parle de Perséphone qui descend aux enfers, enfin d'ailleurs qui descend pas aux enfers, qui a été kidnappé et emporté de force aux enfers par le dieu de la mort. Pareil, ça a été très bien capturé dans l'histoire de l'art, le viol de Proserpine, puisque c'est un viol, il faut parler français. Mais ça ne s'arrête pas là. Et en fait, je trouve que c'est le piège de la maison 8, c'est de s'arrêter justement au trauma, c'est de s'arrêter à la catastrophe et d'être un peu, alors peut-être que ça change pour vous, moi si j'ai ma maison 8 en Gémeaux, mais d'être un peu en a loop, en fait, de tout le temps répéter cette même catastrophe, ce même accident, cette même perte infiniment. Et je pense pas que ce soit un truc de Gémeaux parce que j'ai eu une expérience pas forcément, enfin, pas toujours très agréable avec une nana, quand même, avec qui j'ai partagé ma vie pendant 6-8 mois. Hein. On a vécu ensemble et qui a son soleil en maison 8 en taureau. Elle est ascendant balance. Et c'est pareil, hein, et pourtant le taureau est très différent du gémeaux, mais pareil, elle aussi, elle est un peu on repeat sur ses traumas, sur ses trucs et tout. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on perd la vraie utilité de la maison 8. La maison 8, en fait, c'est comme un mixeur dans lequel on va mettre toute sa peine, toutes ces dettes, en fait. Pour le coup, là, on peut reparler de dettes, alors pas forcément des dettes monétaires, mais des dettes émotionnelles, des dettes karmiques. Et en fait, on va réussir à en faire un smoothie. Donc oui, je sais, ça fait pas très envie, un smoothie de, de trauma. Mais on peut vraiment transmuter ces énergies-là. Il y a Robin qui dit idem, soleil en Lion, maison 8. Et alors, j'ai pas vu la fin du message. Idem, soleil en maison 8 et trauma tourne en rond. C'est Marlène. C'est Marlène. Du coup, c'est pas Robin, c'est Marlène. Ok. Euh, Donc la maison 8 comme miroir astral, euh, ce n'est pas que la mort, ce n'est pas que le sexe, ce n'est pas que les tabous, ce n'est pas que ça. Hein. C'est un véhicule alchimique qui nous permet de transmuter pas mal de choses. Alors là, vous allez vous dire, ah mais trop bien, dis-moi comment transmuter les choses, et puis voilà, je passe à autre chose, etc. En fait, évidemment, il y a un prix à payer, sinon c'est trop facile. Il y a un prix à payer, sinon c'est trop facile et c'est trop marrant. Vous allez me prendre pour un fou, mais je fais que citer ce film alors que techniquement je ne l'ai jamais vu. Mais vous voyez la franchise de films d'horreur Saw. Mm. En fait, dans Saw 6, je sais, il y a une scène, enfin, il me semble que le principe, c'est de sacrifier en tout cas des parties de soi pour pouvoir passer à la salle suivante. Et en fait, on a cette nana qui met tout son bras en fait dans la machine, j'ai oublié son prénom, pour pouvoir passer à la salle suivante. La maison 8, c'est presque ça, mais je trouve que ce serait fallacieux de dire que ce n'est que ça. C'est pas forcément en faisant le martyr qu'on réussit à transmuter des énergies, mais oui, on doit forcément y laisser quelque chose. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que mon expérience d'astrologue, elle n'est pas encore assez poussée, je ne sais pas, mais je dirais quand même que la chose qu'on sacrifie le... En vrai, si, je sais, j'exagère. Que la chose qu'on sacrifie le plus dans la maison 8 pour pouvoir passer à autre chose, c'est l'identité. Et en fait, pour certains signes, ça coûte plus cher qu'à d'autres. J'ai eu une retenue parce que je me suis dit, oh là là, t'es lion, projette pas tes problèmes de lion sur tout le monde, mais en vrai, si. Je pense sincèrement que pour pouvoir renaître en quelque chose de nouveau, il faut d'abord mourir à soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui fait terriblement peur en fait aux gens. Comme je l'ai dit, pour certains signes, ça coûte plus cher que pour d'autres. Parce que tous les signes n'ont pas forcément le même rapport à l'ego, quoi. Euh, Là, à ce moment-là du webinaire, est-ce que vous avez des questions? Excuse-moi, Angelina, je coupe ton micro puisque tout le monde a le micro coupé. Mais n'hésite pas à le rouvrir si tu as une question. Et voilà, est-ce que vous avez des remarques, questions ou juste des partages d'expérience par rapport à cette maison 8? C'est le moment. Ok. Ah, Angelina, vas-y. Ah, pardon, démute-toi. Ouais, voilà. Ouais, en fait, moi, dans ma maison 8, je suis bélier. Et en fait, j'ai mon chiron en bélier. Donc, en parlant de transmutation alchimique, je te jure que
j'ai laissé toute ma peau. Franchement, Pardon, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est drôle. non, mais si, c'est drôle. Franchement, j'en rigole aujourd'hui, mais ça a été, waouh. Bah, c'est J'ai assez laissé violent, Chiron tout, Bélier. ouais, 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 je te confirme, hein. Mm, Là, et d'en parler, à chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux parce que ça a mm, été. Mais bon, c'est pour faire ce que je fais aujourd'hui, donc tout est juste. Mm. mm, mm, Et mm, mais par mm, contre, il laisse désintégration totale. mm, mm, mm. Bah, c'est ça, la maison 8. Je Franchement. sais pas si vous pouvez toujours voir le petit, la petite présentation, mais en fait, pour moi, la vraie essence de la maison 8. Ah, pardon, Robin, tu voulais dire un truc, vas-y, rebondis si tu voulais. Robin, pardon, Marlène, Non, excuse-moi. ouais, c'est Marlène. On avait échangé lors d'un webinaire que tu avais fait il y a plusieurs semaines. Tu peux remettre ta caméra? Pas apprêté, mais on s'en fout, hein. Ok, ok, ok. Ah, c'est bon, oui, je me souviens. Oui, Coucou, ouais, Marlène. coucou. En fait, pour moi, la maison 8, et donc j'ai mon soleil conjoint Saturne en Lion en maison 8, en Ok, Placidus, hein. ouais. Sinon, ça tombe en cancer. Mais pour moi, c'est la transmutation aussi, je pense, d'un héritage de mémoire qu'on peut avoir par rapport au trauma. Donc moi, c'était par rapport à l'inceste. Mm, Et on est là justement pour transmuter ça mm. et arrêter que la chaîne continue. Et Ouais, ouais. cette notion en fait d'héritage, parce que je regarde beaucoup moi l'astro par rapport aux axes, donc l'axe 2-8, le Mm, 2 en fait les dons que l'on a, que l'on bien sûr. possède et tout ça, Mm. et la 8, plus ce que l'on va hériter, mais les dons aussi qu'on va pouvoir partager avec l'autre et offrir à Waouh. l'autre pour recevoir. Mm, 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 Et on voit beaucoup aussi ceux qui sont en maison 8 qui peuvent recevoir aussi des dons de l'extérieur, comme quand tu es en invalidité pour des problèmes de santé comme moi, ou qui sont pris en charge en fait autrement euh, que par la maison 10 de son activité ou de sa vocation, quoi. De la 6, plutôt de la 6 du profession. Bah écoute, je trouve ça hyper pertinent. En vrai, c'est audacieux de ma part de vouloir faire un webinaire sur la maison 8 en 1 heure, parce qu'on pourrait parler de la maison 8 pendant des jours et des jours, quoi. Il y a tellement de significations différentes. D'ailleurs, je suis passé un petit peu vite, mais il est encore temps de revoir un petit peu, peut-être d'avoir une lecture de la maison 8 à travers les époques, puisque vous vous doutez bien qu'entre l'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne, l'époque post-moderne, on n'a pas du tout le même rapport à la maison 8. Donc à l'époque, et merci beaucoup pour ta remarque, Marlène. En fait, dans l'époque antique, on a une lecture un peu tragique en fait, de la maison 8 à l'époque. Les astrologues voyaient vraiment et interprétaient vraiment la maison 8 comme la maison de la mort. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de nuance de c'est la mort et c'est comment tu vas mourir et dans quelles circonstances tu vas mourir. Enfin, je trouve ça fou. Et la maison 12, d'ailleurs, à l'époque, c'était vraiment une maison qui était liée à Dieu et à la vie monacale aussi, qui était beaucoup plus, comment dirais-je, alors, c'est pas forcément des courants chrétiens pendant l'Antiquité, hein, en tout cas pas partout, mais à la vie monacale. Et cette maison 8, c'était littéralement la mort. Donc, pas de détour, pas de shadow work, pas de journal intime, pas de psychologie. Et, euh, et, et en fait, c'était aussi des époques où on vivait peu. L'espérance de vie, c'était pas la même. On mourait vite, on mourait à la guerre, on mourait pendant l'esclavage, on mourait de pauvreté, de maladie, de faim. En fait, il n'y avait pas vraiment d'espace pour le traitement psychologique de la maison 8 qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ce écran ne descend pas? Ok. Ensuite, on arrive au Moyen Âge où on a une introspection supplémentaire sur la maison 8 qui, je trouve, mais peut-être que je me trompe, est aussi apportée par le christianisme et par l'islam, en fait, par les grandes religions monothéistes et comment ils ont coloré aussi la perception qu'on a de l'astrologie. Donc, on a un espèce de manichéisme psychique qui est rentré dans la maison 8 et dans l'astrologie de manière générale. Et en fait, la maison 8 devient plus complexe. On va y injecter une notion de bien et de mal. La maison 8, c'est les enfers en fait du thème. C'est comme un purgatoire en fait. Et c'est hyper intéressant parce que si on parle de Moyen Âge, on est obligé de parler de la reprise et de la, comment on dit déjà, de la restauration du patrimoine grec et du patrimoine romain.
Et en fait, on a cette figure d'Hermès Mercure qui devient une figure centrale, en fait, déjà des enfers et du passage aux enfers, puisque c'est ce qu'on appelle un psychopompe. J'adore ce mot d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas un mot qui est très beau, mais j'adore ce truc de psychopompe. Je me dis, voilà. Et qui devient une figure centrale en fait dans le traitement des enfers, dans l'histoire de l'art, dans la mythologie déjà de manière générale, mais surtout dans l'histoire de l'art au Moyen Âge. Et pourquoi? Parce que Hermès Mercure, c'est le seul dieu qui a la capacité de rentrer et de sortir des enfers en étant intact, hein. Il y a de la peur, mais il n'y a pas de perte. C'est pas comme les autres qui doivent sacrifier quelque chose d'important pour pouvoir rentrer et sacrifier quelque chose d'encore plus important pour pouvoir sortir. Hermès Mercure, il rentrait, il sortait comme il voulait. Donc pour les personnes qui sont ascendant Scorpion et qui ont la maison 8 en Gémeaux, c'est d'autant plus pertinent puisque cette maison, elle est dans le signe de Mercure. Donc il y a vraiment ce truc de va-et-vient et de rentrer et sortir de dimensions qui sont différentes, de dimensions de peur en fait, mais aussi des dimensions de courage, puisque Dieu merci, la maison 8, c'est aussi la maison de la victoire, c'est la maison du potentiel caché, c'est aussi une maison du potentiel révélé, et on va en parler un petit peu plus tard. Dans cette maison 8, dans cette lecture un peu moyenâgeuse de la maison 8, on y affronte ses tentations, ses angoisses, ses pactes obscurs aussi, hein, quand on parle justement des flux énergétiques qui sont partagés, des liens avec les autres. Là, on rentre vraiment dans cette dimension-là de la maison 8, mais il y a quand même cette lueur d'espoir. On peut quand même ressortir grandi de ce passage de la maison 8, en tout cas dans une lecture un peu moyenâgeuse de la maison 8. C'est la maison du confesseur, c'est la maison du sorcier, c'est la maison du martyr, c'est la maison de la personne qui a tout perdu. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que disait Angelina plus tôt, qui a tout perdu sauf son âme. Et en fait, le plus important, c'est de garder son âme. Ensuite, on arrive à l'époque moderne. Et c'est vrai que là, avec les apports, déjà la découverte de la psyché, excusez-moi, hein, mais on n'a pas attendu Freud pour comprendre qu'on avait une vie intérieure et que l'âme voilà, pouvait satisfaire cette vie intérieure. Il y a Mariette qui dit que sa maison 8 est vide. Ce n'est pas bien grave. Moi, j'utilise le système des signes entiers. Donc, toutes les maisons égales sont importantes, qu'elles soient remplies ou vides. Le plus important, c'est le signe qui se trouve sur cette maison. Donc, dis-moi ton ascendant et je te dirai dans quel signe se trouve ta maison 8. Euh, donc, l'époque moderne, euh, c'est vrai que j'ai noté Freud, j'ai noté Jung, toute la vague de psychanalystes et de psychiatres. Et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais il y a beaucoup de psychanalystes et de psychiatres qui sont passionnés d'astrologie, d'éléments, d'alchimie, etc. Mais ils le cachent évidemment, hein, parce que voilà. Je crois que Mariette, elle a répondu qu'elle était ascendant balance. Si tu es ascendant balance, ça veut dire que toi aussi, tu as ta maison 8 en taureau. Je vais peut-être d'ailleurs mentionner cette maison 8 en taureau, parce que je crois que j'ai parlé de mon ancienne coloc dans les slides là. Enfin bon, donc l'époque moderne, les débuts de la psyché, donc tous ces psychanalystes qui viennent nous parler, ou en tout cas qui découvrent, ou qui redécouvrent plutôt le subconscient, l'inconscient. Et ici, on voit plus la maison 8 comme quelque chose qui tue, mais plutôt quelque chose qui mine, hein, quelque chose qui amoindrit. Et ça me permet de rebondir sur une définition un peu plus classique de la maison 8. Avant, on raisonnait, quand on parlait des maisons, en fait, on projetait un peu les maisons sur un chart du monde. Et en fait, la position de la maison 8, c'est la position qui se trouve au moment où le soleil est déjà en train de se coucher, hein. La maison 7, il est déjà en train de se coucher. Le soleil, il n'est pas forcément très à l'aise en maison 7 d'ailleurs, ni en balance, il est en chute. Il n'est pas au maximum de sa puissance, il est en train de dormir, ou en tout cas plutôt d'un point de vue égyptien, on va dire, le soleil est en train de mourir. Hein. Et c'est ça la position de la maison 8. Donc la maison 8, c'est plus la maison dans laquelle les choses se désagrègent et elles se défont plutôt qu'une maison dans laquelle les choses prennent vie et sont un peu plus vigoureuses, quoi. C'est plutôt l'inverse, la maison 8. Donc, ces psychologues, ces psychanalystes, ces psychiatres, ils voient la maison 8 comme un lieu euh, de dépréciation, un lieu de dépression aussi. Hein, c'est un peu dur comme sujet, mais c'est vrai. Je pense que si on devait identifier, si je devais faire demain un épisode du podcast sur l'astrologie de la dépression, je pense que la maison 8 de chacun pourrait nous dire beaucoup sur les points qui nous minent. La M2 n'était pas celle de la porte des enfers. La maison 2, c'est intéressant ça comme approche. Vous en pensez quoi, les autres, la maison 2 comme porte des enfers?
Moi, je ne connaissais pas cette lecture-là de la maison 2. Si, c'est dans l'astrologie hellénistique, il y a Lynn Bell qui parlait de ça. Et donc, c'est l'axe 2-8 et la maison 2 était celle de la porte des enfers et que l'on trouve, on les voit même, ces portes, elles existent en fait. Et d'où l'axe 2-8 en fait. Parce que c'est quand tu dis justement que le soleil, c'est juste avant que le soleil meure en 8. Et Oui, en oui, tout 2, à fait. c'est juste avant que le soleil se lève en fait. Ah, ok, ok, Donc, oui. tu rentrais, tu sortais de la porte des enfers. Ok, 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 ok. Non, non, bien vu, c'est très pertinent. Et puis tu l'as dit un peu plus tôt, tu fonctionnes vachement par axe. Bon, tu me diras, l'astrologie fonctionne par axe. Mais, mais c'est vrai que j'avais pas la lecture axiale du Soleil, mais effectivement, ça fait sens, puisqu'ensuite, le Soleil renaît, entre guillemets, de ses cendres dans la maison 9, où il a une espèce de dignité accidentelle en maison 9. Si vous avez votre Soleil en maison 9, il est très bien placé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, euh, donc, la maison 8 dans cette approche moderne euh, de l'astrologie, on a la pulsion sexuelle et la pulsion de mort. Et donc, la maison 8 ici, elle va plutôt devenir une sorte d'antichambre du développement personnel, même si ça va arriver un peu plus tard, ce truc de développement personnel, dans l'époque postmoderne. Là, on est dans l'époque moderne. Et en fait, elle n'a plus la seule fonction de désigner la mort, mais plutôt le processus de transmutation de la mort. La mort devient symbolique, en fait, avec l'époque moderne. En astrologie, on a plus le truc où, oulala, tu vas mourir en maison 8. Non, tu vas mourir à toi-même, et peut-être qu'il va se passer quelque chose si tu es prêt, et si tu as été initié. Puisqu'à l'époque, il y avait quand même enfin, c'était la belle époque des alchimistes, il y avait quand même une dimension d'initiation. L'astrologie, c'était encore quelque chose d'occulte, hein. C'était pas aussi mainstream et abordable que maintenant. On va sur Insta et on a son horoscope pour 10 ans. Ah, il y a Lilou qui arrive, ok. Et donc l'époque postmoderne. Et donc là, on a l'intime qui rentre sur scène. Et donc ici, on arrive à notre époque à nous. C'est l'époque des stories, c'est l'époque des podcasts, c'est l'époque des réels sur Insta, c'est l'époque des podcasts de trauma, de la libération de la parole aux victimes. La maison 8, elle n'est plus seulement lue, elle n'est plus seulement exhumée. Cette fois-ci, elle est mise en scène et elle est racontée. Et donc, c'est marrant, hein, mais c'est là où on arrive en fait à ce webinaire où voilà, Uranus rentre dans ma maison 8, mais en vrai, on s'en fout. Pourquoi est-ce que j'en fais un webinaire? Parce que je sais que j'ai l'espace aujourd'hui pour le faire. Les gens sont prêts à entendre ces histoires. Ils ont plus peur en fait de se dire, oh là là, je vais entendre quelque chose de dur, quelqu'un va partager son trauma. Au contraire, les gens ont même, je dirais, un appétit de ça. Alors attention, hein, il y a aussi des personnes qui sont dans un côté un peu voyeuriste de la maison 8 et du trauma et de la culture du trauma. On appelle ça du trauma porn. Mais je trouve que pour les personnes qui sont initiées ou qui s'intéressent aux sciences occultes, dont l'astrologie, il y a vraiment ce truc de ah, peut-être que en observant les ténèbres de l'autre, je pourrais comprendre des choses sur mes propres ténèbres à moi. Et donc pour moi, c'est ça la clé de l'époque post-moderne pour la maison 8. Mais voilà, pour moi, ça n'enlève rien à la profondeur de la maison 8, puisque jamais les gens n'ont autant pleuré en thérapie, jamais les blessures n'ont été aussi douloureuses, puisque ici, on les revit en direct avec les gens. C'est des blessures qui font écho, parfois par dizaines, parfois par centaines, parfois par milliers, hein. Je pense à tout le procès Mazan. C'est quand même quelque chose. Enfin, la thématique, elle est quand même très maison 8. Et en fait, il y a cette espèce de deuil. Alors, elle n'est pas morte, mais je pense quand même si. Il y a une bonne partie d'elle qui est partie avec ces expériences-là. Et cette espèce de deuil national et cette espèce de. Ouais, je sais pas. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu collectivement. Alors, je sais que toutes les personnes qui m'écoutent ne sont pas en France. Mais cette espèce d'émoi en fait national où tout le monde était en mode mais en fait c'est pas ok, je condamne et je veux vraiment que justice soit faite. Même les mecs, bon, les mecs, je pense qu'ils devaient avoir un peu peur, mais donc ils sont pas forcément prononcés sur ce sujet-là, mais il y avait quand même ce truc de, ok, on est prêt à en parler. Je pense que si la même histoire, là, le procès Mazan était sorti, je sais pas, moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je pense pas qu'autant de médias s'en seraient emparés et en auraient parlé aussi publiquement et que les personnes auraient réagi de cette manière-là. Parce que c'est quand même une affaire qui était très traumatisante, très graphique et qui mettait en lumière des recoins et des dimensions de notre société que beaucoup de gens ne veulent pas forcément voir. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ça ou rebondir.
En même temps, c'est pas le sujet le plus gai sur lequel rebondir, ça je vous l'accorde. Donc, je vous avais déjà parlé de la maison. Jenny rigole. Je vous avais déjà parlé de la maison 8 comme un espèce de film parfait qui tourne ensuite à la tragédie. Et pour moi, c'est vraiment ça la maison 8, indépendamment du signe, en fait. C'est la beauté qui est frappée par Saturne. Pourquoi Saturne? Parce qu'à l'époque, les astrologues n'avaient pas conscience de Pluton. Alors, on pouvait se douter que le principe plutonien existait, puisque on utilise beaucoup la mythologie pour expliquer l'astrologie et que Pluton existait déjà, hein, même avant d'avoir été découverte, pardon, en tant que planète. Pluton existait déjà. Mais voilà, dans une lecture ancienne de la maison 8, c'est vraiment la beauté qui est frappée ensuite par le sort, par le destin, et un destin parfois qui était tragique. Donc, je vous ai donné des exemples. Ce quartier résidentiel, des enfants à vélo, des barbecues dans le jardin, une lumière dorée. Hein, c'est le début d'un film américain, la caméra, elle avance, et en fait, on découvre les rubans jaunes de la police. Hein, quelqu'un a été assassiné dans ce super quartier, et ce quelqu'un, c'est peut-être nous, ou un de nos proches, ou notre innocence. C'est ça la maison 8. C'est une beauté qui est frappée par Saturne et c'est l'or qui est scellé par Pluton. C'est une grâce qui est brisée par le réel, en fait, ou le super réel, je dirais. Euh, mais c'est aussi cette maison 8 un endroit où on peut renaître un peu plus vivant, un peu plus lucide et encore plus aimant. Moi, ce que je trouve beau avec cette maison 8, et c'est vraiment ça qui m'a complètement fait changer d'avis en fait sur la maison 8, même en tant qu'astrologue, c'est qu'en fait c'est une maison de vie. Le grand combat entre les forces du bien, les forces du mal, entre la lumière et les ténèbres, en fait, il se joue dans la maison 8. C'est la maison de la procréation, c'est la maison de la vie, c'est la maison de la fécondité, c'est la vraie maison où on fait les bébés. Hein, je pense que dans la maison 5, on fait des bébés, mais bon, les gens essayent plus de faire des bébés que de réellement concevoir des vies. On ne peut pas dire que c'est la perspective et le rôle de la maison 5. En tout cas, les gens ne vont pas là-bas pour ça. Mais la maison 8, il y a vraiment cette notion de mourir à soi pour pouvoir renaître en quelque chose de plus grand à deux et potentiellement que cette union puisse porter des fruits et que ces fruits ensuite puissent prendre chair, prendre corps et se manifester ensuite dans le monde physique, quoi. Moi, je trouve ça trop beau, tellement beau. Et en ça peut pas être une maison qu'on limite à la mort, au trauma. Mais comme je vous disais, hein, c'est exactement comme dans Harry Potter. Je trouve ça malin de la part de Dieu de dissimuler cette beauté, cette puissance, ce potentiel caché derrière justement les traumas, les accidents et ces espèces de souvenirs douloureux qu'on passe on repeat dans notre tête. Ce serait trop facile en fait si on pouvait juste comme ça saisir notre potentiel caché dans la maison 8. Il faut un dragon, en fait, pour protéger le chaudron rempli de pièces d'or. On va juste laisser le chaudron rempli de pièces d'or. Et c'est horrible ce que je vais dire, et c'est un peu violent, mais vu que en ayant interprété presque 1000 charts là, sur ce run de mythologie astrale, connaissant la nature humaine, on prendrait le chaudron et on distribuerait les pièces à des personnes qui méritent même pas ou à des causes qui sont vides ou à des idoles. C'est un peu ça aussi la nature humaine. Donc je pense que mettre un dragon devant, ça nous force à vivre des épreuves et des difficultés qui vont faire qu'on ne va pas aller justement, une fois qu'on aura saisi ce pactole, le distribuer n'importe où ou le donner à n'importe qui. D'où ce que tu disais un peu plus tôt, Angelina, je suis désolé, je reviens, mais tu as tellement illustré en fait le sujet. En fait, tu as tellement souffert que tu peux plus ensuite refaire les mêmes erreurs. Il y a quelque chose de profondément changé en toi qui fait que tu n'es même plus la même personne. Oui, Je vas-y, tu voulais dénudre dire deux quelque secondes. chose. Ouais, vas-y, Alors, dis-moi. franchement, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'invite tout le monde à faire. Enfin, le positionnement chez moi n'est pas le même que chez les autres, mais j'en ai fait quelque chose par la force des choses de positif parce que je suis médium guérisseuse aujourd'hui. En fait, ce que j'ai appris, je l'enseigne aux autres. Donc, j'accueille les gens dans leur descente aux enfers et on en fait un truc de waouh. Voilà, c'est dur, c'est douloureux, c'est un arrachement. Mais voilà, l'ayant vécu et étant fracassée de part en part, psychologiquement, je l'étais, physiquement, j'ai vécu des crash tests à l'état vivant, j'ai vécu tellement de choses qu'on m'a démoli cellule par cellule. Mais je suis là avec vous, j'en discute, j'en rigole, franchement, et putain, et aujourd'hui, bah, je le transmets aux autres. Et ça, c'est ma fonction virginale, vierge solaire, Mercure et ascendant, Dans la je maison 8, suppose aussi.
Non, pas la maison 8, là, ça fait charger. Ouais. Ah oui, 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 ascendant vierge, donc maison 8 en bélier. Ouais. Yes, et Chiron, hein, on Et peut dire en Chiron plus. bélier. Donc, ouais. Mais parce que ça demande du courage. Je pense que c'est aussi une des Mm. leçons de Chiron. Ça demande énormément de courage de faire ça. Et franchement, je te salue parce que moi, c'est l'une des raisons. Alors, si jamais la nana avec qui j'étais en coloc, là, elle devait réapparaître sur Internet et dire Oh my God, pourquoi Chris s'est barré de ma vie sans donner de nouvelles, etc. Je pense que c'est ça. En fait, c'est une nana, en analysant son chart, elle est ascendant balance, soleil en taureau, maison 8, et même sa personnalité, et aussi ses dons, parce que enfin, je ne suis pas débile, quand on vit avec quelqu'un, on prend conscience aussi de beaucoup de choses chez la personne. Et en fait, elle a des dons, et je pense que ce truc de psychopompe, c'est valable pour toutes les personnes qui ont des placements planétaires importants dans la maison 8. Je pense qu'on a cette capacité à pouvoir plonger aux enfers, remonter avec des informations clés pour certaines personnes, ou même aider les personnes. Enfin, Mercure, Mercure, Hermès, il ne se contentait pas juste de faire le pigeon voyageur entre l'Olympe et les enfers. Et aussi, le psychopompe, son rôle, c'est aussi de guider en fait les morts à travers les enfers. Ça me fait penser à la carte du tarot qui me fait trop peur d'ailleurs, De la mort. de la mort et de la carte sans nom. Je sais pas si Mm. vous C'est voyez. elle, c'est la mort. L'arcane son nom, la mort, c'est la même. L'arcane sans nom, voilà. Parce que Et je la suis mort, c'est la tarologue même. aussi, en fait. Écoute, j'ai confondu. Je pensais Et que. j'ai une fonction psychopompe. En fait, c'est ça, la fonction de tout ce que je t'énonçais. Aujourd'hui, j'ai une fonction psychopompe. Ouais. C'est-à-dire que je descends dans les enfers, je suis descendu dans les miennes. Maintenant, je rentre, je sors, il n'y a pas de souci. Et je vais rentrer dans les tiennes. Il a dit avec tellement de conviction que j'ai Mais un peu ouais, retenu ma respiration. mais franchement, et on va même en rigoler d'ailleurs. Ah ben j'espère. Il faut en rire. Moi, c'est vraiment le propre du Gémeaux là en maison 8. J'essaie de rigoler de mes traumas parce que sinon c'est trop triste et faire des blagues. Marlène, tu voulais rebondir. Merci beaucoup, Angelina. Oui, non, enfin, c'était un peu une erreur, mais c'est ce que je disais ouais, tout à l'heure. J'écrivais dans le chat que ça me faisait beaucoup penser à l'arcane sans nom, à l'archange Ouais, Michael aussi. ouais, grave. Ouais, l'archange Saint-Michel aussi. Grave, grave, Et grave. on pourrait mettre aussi peut-être la maison de Dieu, je pense, dedans, Oui, tout à et fait. qui s'associerait beaucoup avec l'arcane sans nom, les deux Mm, là. mm, 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 mm. Moi, c'est une carte qui me faisait peur pendant longtemps, l'arcane, Elle est belle, elle est son belle. nom. Elle est belle, mais en même temps, elle est terrifiante. Alors, ça change forcément en fonction des decks, mais moi, Mais dans le non, parce mien, que tu as quand même l'épi de blé et qui est là, et en fait, c'est vraiment la mort renaissance. C'est vraiment c'est une carte de transformation. C'est pas la mort pure, en fait. C'est la mort à la naissance. C'est le cycle de la vie. Et c'est que toute fin annonce un début, en fait. Et quand tu vois sa colonne vertébrale, qui peut être son arbre de vie, en fait, c'est un épi de blé. Donc, c'est tout ce qui est la moisson, la beauté, la renaissance, la prospérité, la vie, quoi. bien sûr, la richesse du sol, la terre, Et c'est l'ancrage. noir parce un sol qui est fertilisé, qui est brûlé, en fait, il est beaucoup plus Il est fertile. noir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et le feu est le seul élément, en fait, qui ne peut pas être pollué. Ouais, waouh. Waouh, petit frisson juste là. J'avais jamais pensé, mais c'est vrai. C'est le Mm, seul élément qui peut pas être, entre guillemets, corrompu. Même mm. si on peut manipuler le feu et rediriger l'énergie contre certaines personnes qui. Enfin, mais c'est tout à fait vrai. C'est extrêmement pertinent ce que tu viens de dire. Pauline, je crois que tu levais la main. Oui, pardon, le temps que je remette mon micro. Non, je levais la main au moment où on parlait de descendre dans les enfers et tout. Ouais. Moi, j'ai j'ai la lune en scorpion et j'ai soleil et Mars en maison 8 en taureau. Et au début, ça faisait un peu flipper. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me permettait un peu de descendre, mais avec une lampe. Ouais, De me dire, bah, surtout avec le soleil en maison 8, je trouve que c'est encore plus important que. Moi, j'ai la lune en 8, mais tu vois, la nana dont je parlais, elle a son soleil en 8. Et en fait, je me dis, mais meuf, je lui ai pas dit deviens psy parce que c'est un peu, deviens psy, enfin voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais je lui ai dit, mais meuf, tout ce que tu as traversé et vécu, mais utilise-le pour aider les gens autour de toi. En plus, tu as des gens autour de toi qui traversent des étapes d'adversité et de rigueur et tout, et tu veux aider les gens, tu veux aimer, tu veux partager cet amour. Do it. Et en fait, vraiment, c'est même pas le fait qu'elles disent non ou qu'elles disent j'ai peur.
le mépris et la réaction qu'elle a eue vraiment en mode genre jamais je vais le faire. En fait, je me dis oulala, mais en fait, t'es pas ma pote. Genre, moi, tous mes potes, c'est des gens qui ont été brûlés à vif et qui ont décidé d'utiliser cette douleur-là, transmuter cette douleur en antidote pour les autres. Moi, pour moi, enfin, c'est un peu radical ce que je vais dire, mais c'est l'essence même de la vie, en fait. On est né Ouais. pour faire ça. Excuse-moi, je suis un peu hijack ta Non, non, remarque, non, mais mais dis-moi. c'est tout à fait ça. Après, elle était peut-être pas prête à entendre Sûrement, cette sûrement, vérité-là aussi. Parce sûrement. que parfois, il y a des trucs, tant que ça vient pas de soi, on a Exactement. parfois du mal à avoir la prise de conscience. Moi, au début, je me disais: «Ah, j'ai vraiment pas de chance d'avoir le soleil en maison 8». Mm, Puis quand je me suis rendue enfin, après, je me suis rendue compte qu'en fait, j'ai peut-être plus de chance que les autres. Enfin, dit mm, comme ça, c'est mm. bizarre, mais de me dire, en fait, ben, la maison des traumas, elle existe pour tout le monde. Ouais. Moi, j'ai une lampe torche, quoi, dans ce truc, Et oui, et j'ai oui. au moins ça Mm, et mm, au lieu de le voir comme un truc qui fait flipper, j'ai décidé de le voir comme un outil, mm, mm, mm. Un outil de guérison, un outil de transmutation. Et je trouve que en ça, alors, est-ce que c'est moi qui suis frozen? Est-ce que vous m'entendez encore? Ok. ouais, ouais. Ok. Oui, un outil de guérison, un outil de transmutation. Et ouais, pour moi, enfin, le parallèle avec Perséphone, il est juste parfait, quoi. Parce qu'elle n'est pas juste allée se tourner les pouces aux enfers, elle est devenue la reine des enfers. Et quand on voit dans la fiction, dans l'histoire de l'art, l'influence, et même dans la mythologie d'ailleurs, l'influence ensuite qu'elle a sur le dieu de la mort, c'est elle qui lui chuchote à l'oreille, c'est elle qui lui dit, enfin qui intercède en fait auprès des personnes qui essaient d'émouvoir ou de toucher ou d'obtenir des faveurs en fait de la part d'Hadès. C'est elle qui l'adoucit, en fait, elle accède à son cœur. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle le contrôle, mais elle a quand même un poids en fait sur sa conscience qui est fort. Et ça, c'est pas rien parce que c'est un dieu, il est quand même décrit comme incorruptible, intransigeant, impossible à manipuler, invisible. Et en ça, je trouve ça hyper puissant, quoi. Et en ça, je trouve que c'est une maison de victoire. Alors, je suis optimiste, donc je pars du principe que les gens vont gagner, mais je trouve que c'est une maison de victoire. Donc, cette maison 8 et ce fameux miroir du Reset, évidemment, il révèle des choses complètement différentes en fonction des 12 ascendants. Et Uranus n'entre que dans ma maison 8 et dans la maison 8 des ascendants scorpions, mais on va quand même explorer les 12 miroirs pour les 12 ascendants si on a le temps. Peut-être qu'il y a des ascendants pour qui c'est pas pertinent, mais je me dis, voilà, tout le monde a des potes, des amis, une mère, une sœur, un cousin, un voisin qui a un ascendant, donc on va essayer de balayer les 12. Ça va aller un peu vite pour que je puisse avoir le temps de parler des 12 et ensuite on pourra faire des questions-réponses si vous avez des questions spécifiques sur la maison 8 qui peuvent ne rien avoir, ne rien avoir avec tout ce que je viens de partager avec vous, évidemment. Pour les ascendants béliers, alors ça c'est assez drôle. Oh my god, j'aurais jamais le temps. Pour les ascendants béliers, non, parce qu'il y a toujours des petites anecdotes, des choses intéressantes pour chaque ascendant. En fait, la maison 8 en scorpion pour les ascendants béliers, et ça choque toujours, parce que pourquoi? Mais c'est une maison qui est privée, c'est une maison qui est taboue. Donc en fait, comment dirais-je? Ce que moi j'essaie de révéler dans les maisons respectives 8 de chaque ascendant, c'est toujours quelque chose de surprenant parce que c'est censé être tabou, c'est pas quelque chose que les ascendants présentent publiquement. Mais en fait, secrètement, les ascendants béliers, ils voudraient fusionner avec une personne au point de complètement changer d'identité, en fait. Hein, pour moi, c'est vraiment l'une des définitions, évidemment, elle n'est pas unique, hein, de la maison 8 en scorpion pour les ascendants béliers, c'est ce désir d'être dans une connexion qui est tellement forte avec une personne qu'on meurt à soi pour devenir quelqu'un de totalement différent et de plus puissant aussi, de plus aguerri, de plus intelligent. Perdre les armes aussi, lâcher les armes, arrêter la lutte, arrêter la guerre en fait, et pouvoir enfin faire l'amour, du coup pas dans le sens commun, mais vraiment dans le sens exalté et suprême en fait de l'amour, qui est assez proche de la mort d'ailleurs, ce qui est très... Et en fait, le problème de ça et le piège de ce fameux miroir du Reset pour les ascendants béliers, j'ai complètement oublié de continuer à avancer la presse, attendez 2 secondes, hop, ben non, je n'étais pas trop loin. Euh, le piège, en fait, dans ça, pour moi, ben, en fait, c'est de le faire avec la mauvaise personne. Hein, c'est de se perdre dans des dynamiques de pouvoir, de dépendance, de manipulation. C'est un peu violent ce que je vais dire, mais c'est un peu ce couple avec un mec très bourru, très masculin, très sportif, un peu viandard, qui est complètement, en fait, le mec, il est super puissant, je sais pas moi, dans sa carrière, dans son quotidien, dans le sport qu'il pratique. Mais en fait, c'est l'espèce de chiot, de chien de sa copine, quoi.
Je sais pas si vous avez déjà vu ça autour de vous. Moi, ça me fait de la peine. Et en fait, on voit comment l'éclat de ce mec est un peu amoindri par un partenaire qui n'arrive pas forcément pas à exploiter, parce que le but, c'est pas d'être exploité dans une relation, mais en tout cas à faire valoir cette énergie. Je sais pas si ça vous parle comme exemple, peut-être que je vais trop à l'extrême, hein, mais moi, c'est des choses qui me font de la peine. Quand je vois des profils comme ça me fait quelque chose. Et vice-versa, hein, c'est pareil aussi pour des nanas. Là, j'ai choisi la polarité masculine sur un homme, mais ça peut être la polarité masculine chez une femme. Hein, très, je sais pas moi, carriériste, ordonné, naturellement leader, solaire, mais elle est avec un mec voilà, qui en fait une mauvaise fusion quoi. Hein, vouloir être conquis ou vouloir être absorbé, c'est un peu le piège, c'est le miroir de Rized des ascendants béliers pour moi. Et c'est un peu, eux, ils le voient comme une sorte d'antidote en fait à la solitude du guerrier, parce que tout le temps se battre et tout le temps essayer de convaincre et tout le temps essayer de conquérir, ben en fait on est seul. Et donc à éviter, c'est vraiment de confondre destruction de l'ego et annihilation de l'identité. C'est pas parce que l'identité disparaît qu'on a fusionné avec la bonne personne ou qu'on a fusionné tout court. Hein, parfois on peut être piégé dans un artefact, piégé dans une relation, piégé dans une situation. Ça peut être aussi dans un boulot, hein. C'est pas forcément toujours le couple, l'ennemi. Hein. Je ne suis pas anti-couple du tout, au contraire. Ou anti-mariage, au contraire. Pour les ascendants taureaux, c'est le miroir de la sécurité éternelle. Et les ascendants taureaux, ils ont la maison 8 en Sagittaire. Et c'est vrai que le désir profond, on peut le situer dans le fait d'accumuler une intimité qui est sûre, qui ne va pas bouger, hein, qui est fertile, qui est luxuriante. Une maison 8 où on veut être dans un havre de paix émotionnelle où rien ne manque jamais. C'est vraiment le côté, je trouve, utopiste, idéaliste, on va dire, de l'ascendant Sagittaire. Évidemment, le piège, le miroir, entre guillemets, ici, c'est l'attachement compulsif à des relations qui sont mortes ou toxiques. Hein, le fait de s'accrocher comme ça éternellement juste parce que c'est quelque chose de connu, alors que c'est pas forcément quelque chose pour nous. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter pour les ascendants taureaux, c'est de croire que la sécurité vient de quelque chose qu'on possède. Euh, on n'a pas besoin de posséder quelque chose pour se sentir en sécurité vis-à-vis de cette chose-là. Les gens prêtent allégeance. La loyauté existe. On n'a pas besoin de posséder, de contrôler quelqu'un ou quelque chose. Il faut accepter parfois que certaines pertes aussi sont des libérations. Et ça, c'est extrêmement dur pour les ascendants taureaux. C'est vraiment pas facile, mais il faut accepter que certaines pertes sont aussi des libérations. Les ascendants Gémeaux, ici, ce que le miroir de Rized nous dit, c'est la question de la connaissance interdite. Alors, je m'explique. Le piège ici du miroir de Rized, c'est un attachement, comment dirais-je, euh, c'est un attachement qui est en surface. Hein. Le désir profond d'abord de l'ascendant Gémeaux, c'est d'explorer les mystères de l'âme humaine, mais vraiment dans leur profondeur. Hein. Que ce soit la sexualité, la nature humaine, l'occultisme, découvrir des mots-clés secrets de l'univers, les noms secrets de Dieu, voilà, toutes ces choses-là qui sont très belles pour les ascendants Gémeaux, qui sont des vrais enquêteurs cosmiques. Mais en fait, le piège, c'est de rester en surface et de se noyer dans de la stimulation mentale, hein, beaucoup de recherches, beaucoup de discours, beaucoup d'accumulation de data, et pas forcément la grande image. Ça, c'est vraiment le piège, je trouve, des Gémeaux en général, c'est de se perdre, en fait, et de ne pas vraiment réussir à saisir ce qu'on appelle vulgairement en anglais the big picture. Donc, ne pas s'éparpiller les ascendants Gémeaux. En plus, c'est marrant parce que ça s'éparpille, parce que parfois, les ascendants Gémeaux, ils ont peur de plonger. Hein. Quand on parle de vulnérabilité et de révéler ses émotions, ça terrifie en fait les ascendants Gémeaux. C'est pas quelque chose qui les met en confiance, au contraire. Les ascendants Lion, tac, 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 tac. Il y a qui est ascendant Lion ici? Personne? Personne. En tout cas, les ascendants Lion, le désir profond pour moi, il est vraiment dans le fait de briller au-delà de la mort. C'est un peu triste. Bon, c'est pas triste. Moi, je trouve ça triste, mais ce n'est pas triste.
Mais voilà, briller au-delà de la mort, c'est un thème qui est très léonien, ce truc de la prise de conscience de la fébrilité de la vie et le désir d'être plus que ce que la vie nous donne, d'être éternel en fait à l'image de Dieu. C'est un thème qui me touche beaucoup en plus puisque j'ai mon soleil en Lion. Cette idée de laisser une empreinte qui est si puissante en fait que rien ne pourra jamais la faire disparaître. Ça, c'est le désir profond de l'ascendant Lion. Et en fait, le piège, c'est de se confondre avec l'image, c'est de chercher la reconnaissance posthume plutôt que la transformation réelle. Et donc, dans ça, on voit tous ces... Alors là, forcément, je vais cracher mon venin, parce que Soleil en maison 10 oblige, mais tous ces mauvais leaders, tous ces mauvais présidents, tous ces mauvais sénateurs, tous ces mauvais députés, toutes ces personnes, en fait, qui vont utiliser le statut social et la respectabilité pour créer une légende, un héritage, un patrimoine qui, en fait, dissimule parfois des caractères et des personnalités qui sont vraiment peu louables, quoi, hein. Des personnes on découvre une génération plus tard, en fait, que le mec était dans des magouilles, qu'il a détourné de l'argent, ou alors qu'il a abusé de certaines personnes, qu'il a abusé de son pouvoir, ou alors que les politiques qu'il a mises en place, en fait, il ne les pensait pas vraiment. Je pense notamment à l'une des familles les plus riches d'Afrique du Sud. Je crois que c'est de Boers, ou de Beer, je ne sais plus le nom de cette grosse fortune d'Afrique du Sud, où en fait le patriarche a mis énormément d'argent pour financer le parti de Nelson Mandela, mais en même temps, il finançait aussi les ségrégationnistes et les personnes qui étaient pro-apartheid. Hein, donc, la tête de Leslie. Mais ouais, moi, c'est un truc qui me. Enfin, je sais pas. En tout cas, se méfier de ça, il faut surtout pas confondre l'image avec la réalité et il faut avoir une transformation réelle. Il faut pas avoir peur de la mort, en fait. Il y a quelque chose d'humiliant. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire sur la maison 8. C'est aussi une maison de la honte. Hein, quand on perd, quand on est humilié, quand on est traumatisé, sur toutes les blessures qui sont liées au rejet, à l'abandon, la maison 8, c'est une maison de la honte. Hein, et c'est vrai que voilà, les ascendants Lion, ils ont un peu de mal avec ça. Ils ont un peu de mal avec la notion de honte. Alors que c'est la clé, en vérité, plus le lion s'humilie et plus il gagne spirituellement. Hein, moi, c'est toutes les fois où j'ai été vraiment humilié, mais de manière spectaculaire. Hein. Moi, il m'arrive des dingueries hein, dans ce pays. Hein. On m'a mis dans des sauts sur Twitter. J'ai reçu des menaces de mort. On voulait mettre des gens sous pression pour qu'on me fasse une fatwa. Tout ça parce que bon, vous voyez, la science de la religion et mon avis sur les choses, ça précède mythologie astrale. Donc, je vous épargne les détails, mais voilà, il a fallu ce moment extrêmement violent, extrêmement humiliant pour me faire prendre conscience de beaucoup de choses sur ma vie et la direction que je voulais prendre, quoi. Euh, Courtoisie de ma Lilith en Gémeaux, hein, cet épisode, je pense que là, j'avais beaucoup trop parlé. Donc, les ascendants vierges, ici, c'est le miroir de la pureté, valable aussi pour les lions solaires et lunaires. Ah ouais, à 200 milliards de pourcents, Vivien, c'est valable pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai cité même mon exemple, c'est valable pour tous les lions. Même Mars, même Vénus, tout le monde. Les ascendants vierges, c'est le miroir de la pureté absolue. Ici, votre miroir du désir, excusez-moi, je passe le truc en même temps, désolé, j'oublie à chaque fois. Ah, j'ai loupé les ascendants cancer. Ouh. J'ai loupé les ascendants cancer, comment ça se fait? Oh là là. En plus, je les ai vraiment sautés, quoi. Alors, c'est toujours les cancers qu'on met à la trappe. Un pauvre cancer, ouin, ouin. Cry me a river. Les ascendants cancer, c'est le miroir de la fusion familiale totale. D'ailleurs, c'est peut-être un acte manqué, hein, le fait que j'ai sauté les cancers, parce que j'ai pas mal de cancers dans mon chat. Donc, le désir profond des cancers, c'est de rétablir un lien originel. Hein, le fait d'être tout pour quelqu'un, hein, comme une mère pour son enfant, ou comme une matrice pour un clan, ou pour une lignée, en fait. C'est vraiment ce désir profond du cancer, c'est la lignée parfaite, en fait. Euh, Qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans la religion. Hein. Quand vous regardez de près la religion chrétienne, il y a beaucoup cette notion de lignée et d'appartenance et les dettes qui ont été rachetées par Christ et le fait d'appartenir à une grande famille et de retourner vers le Père. C'est une thématique qui revient souvent, ce désir de rétablir le lien originel. Et donc évidemment, le piège, c'est de se sacrifier pour les mauvaises personnes. C'est d'absorber aussi les traumas des autres. C'est de fusionner au point d'oublier sa propre guérison. Et à éviter, évidemment, c'est la question du martyr émotionnel, de se dire que cette douleur dans la maison 8 pour les ascendants cancer, c'est une douleur ensuite qui va justifier certains comportements
ou justifier certaines postures, alors qu'en vrai, je crève un peu l'abcès, mais les gens s'en foutent, quoi. Hein, la vie, elle continue, la Terre, elle continue à tourner, les gens s'en fichent complètement. Hein. Donc, ne soyez pas des martyrs émotionnels, transmutez vos propres ténèbres, et en étant des meilleures personnes, vous aiderez les autres aussi à devenir des meilleures personnes, les ascendants cancer. Donc, les ascendants scorpion, les ascendants lion, pardon, on en a parlé, c'est la question du miroir de l'immortalité, ou la question de l'immortalité tout court. Et pour les ascendants vierges, le piège de ce miroir de Riset, c'est la pureté absolue. Qu'est-ce que j'entends par pureté absolue? Le désir profond, je dirais, de l'ascendant vierge dans cette maison 8, c'est de se purifier de tous les maux, tous les traumas. Voilà. Il faut tout nettoyer. Et être tellement propre, tellement intact, tellement exact qu'on transcende en fait la corruption du monde. Et ça, en fait, mes chers amis vierges, je vous kiffe de ouf, mais ce n'est pas possible. Hein, ce n'est pas possible. Et c'est fou parce que ça me fait penser à la mythologie de Virgo, cette déesse qu'on a envoyée du ciel. Alors, il y a plein de cosmogonies pour Virgo. Et d'ailleurs, il y a plein de divinités aussi qui ont le même chemin. Ces divinités qu'on envoie du ciel vers la terre pour sauver les hommes. Donc, il y a Virgo. Quelque part, il y a aussi la Vierge Marie. En plus, elle remonte après, elle retourne vers le ciel. On a d'une certaine manière le Christ aussi, cette espèce d'ascension à la fin où il retourne vers le ciel une fois qu'il est ressuscité. Voilà, ce désir de se purifier au point de pouvoir retourner à l'état d'origine. Et en fait, le piège, malheureusement, c'est que le chemin que la Vierge prend pour atteindre ce niveau-là de pureté et de restauration, c'est le jugement, c'est la culpabilité, c'est de se couper de toute forme de plaisir et de toute forme de chaos. Alors que le chaos, il a quelque chose de fertile aussi. Le chaos, il a quelque chose de vivant, il a quelque chose de beau, de vrai, et il faut accepter cette part de chaos, d'incertitude, d'instabilité chez les vierges, et c'est quelque chose de difficile. C'est vraiment le signe le plus pragmatique, c'est le signe le plus rationnel, c'est le seul signe humain, entièrement humain. Et donc, c'est dur pour la Vierge de penser comme ça. Et donc, à éviter, c'est de croire que la transformation passe par le contrôle. Parfois, il faut aussi lâcher prise dans cette maison 8. D'autant plus que la maison 8 pour la Vierge, c'est une maison bélier, c'est une maison qui est sauvage. Et ce qui est sauvage, c'est un raccourci assez violent, mais c'est mes notes. Ce qui est sauvage n'est pas stérile. Hein. Ce qui est sauvage est riche, c'est vivant, ça bouge, ça s'agite, ça gigote. C'est pas quelque chose de fixe, de stérile ou de clinique, quoi. Donc, il y a un super bouquin d'ailleurs sur le sujet qu'on a lu dans le club de lecture qui est Femme qui court avec les loups de Clara, j'arrive jamais à dire son nom. Clara Pinkes Gomez Pincoles, j'arrive jamais à dire son nom. Mais si vous voulez, je la mettrai dans le récap et tout quand je vous enverrai le PowerPoint. Mais elle a écrit donc Femme qui court avec les loups et c'est une belle exploration du féminin obscur et de tous ces archétypes féminins qui ne sont pas toujours très populaires, notamment la chasseresse, la magicienne, la sorcière, enfin voilà, des archétypes qui sont un peu moins explorés. Les ascendants balance. Mes chers ascendants balance. Ils sont où mes ascendants balance? Voilà. Pourquoi vous levez les pouces? Ah, c'est les ascendants balance. Ah, c'est balance. Oh my God. Ok, donc c'est vous qui êtes en majorité ce soir. Ça vous ressemble bien, hein, vous manifestez que pour vos trucs, quoi. C'est ça le vrai visage de la balance. Que pour vous, que pour votre gueule. Non, je rigole. C'est pas vrai en plus. Les ascendants balance, c'est le miroir de l'union parfaite. Hein. Le désir profond, ici, c'est une union qui est sacrée, qui est psychique, qui est légale aussi, hein, qui est marquée dans le droit. C'est pas juste quelque chose de flottant, c'est une union qui est éternelle, c'est une fusion qui est équilibrée, esthétique, où chacun donne et chacun reçoit. C'est ça le désir profond de l'ascendant balance. Et en fait, le piège de la maison 8, c'est de s'oublier pour maintenir la paix, c'est d'entrer dans des relations toxiques pour sauver aussi la beauté de l'amour. Ce qui est super triste, hein, c'est cette fameuse maison 8 en taureau pour les ascendants balance, où en fait, voilà, le taureau, c'est un signe de paix, c'est un signe de stabilité, c'est pas un signe qui va au contact, qui va au conflit. Et parfois, voilà, la solution du taureau pour résoudre certaines situations, c'est d'attendre que ça passe. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça, en fait. La vie,
On ne peut pas attendre juste que ça passe. Qu'est-ce qui est évité pour les ascendants balance? C'est de confondre la transformation et la politesse. On ne s'excuse pas, en fait, d'évoluer et de se transformer. Ça n'existe pas dans le monde psychique. La transformation, c'est toujours quelque chose qui va causer des dommages collatéraux, à commencer par vous, et ensuite aussi potentiellement des personnes qui sont autour de vous. Je pense à un exemple, ben, ma propre mère, en fait, qui a eu une épiphanie, une vraie transformation. Elle a eu un AVC et en fait, elle était dans le coma pendant un moment et puis elle est sortie du coma. Donc, vous imaginez bien que c'est pas une expérience qui vous laisse indemne. Et en fait, elle a eu une transformation. Forcément, c'est des transformations qui ont des répercussions ensuite sur les autres relations qu'on a avant, puisqu'on cherche une personne qui n'existe plus. Elle est morte en fait et elle est revenue sous une autre forme. Et c'est valable aussi à l'intérieur d'un mariage, c'est valable à l'intérieur d'une amitié, c'est valable au boulot, c'est valable partout. Et donc, à éviter les ascendants balance, c'est de confondre la transformation et la politesse. La maison 8 ne vous demandera jamais d'être agréable. Ce n'est pas le but et c'est surtout pas l'approche de la maison 8. Elle vous demandera juste d'être vrai, quitte à être cru et quitte à ce que vous vous salissiez ou que vous salissiez les autres. Ouh là là, le ascendant balance, les signes de Vénus, salir les autres, oh my god. Euh, les ascendants scorpions, le sang, la famille. Putain, je suis en train de hurler. Les gens de mon taf, ils vont appeler la sécurité. Les ascendants scorpions. Attendez 2 secondes. En fait, ils disent qu'ils renouvellent l'air, mais en vrai, j'ai pas l'impression qu'ils renouvellent l'air. Je suis en train de mourir de chaud. Les ascendants scorpions, c'est le miroir de la transcendance totale. Le désir profond de l'ascendant scorpion, quelque part, c'est de devenir l'ultime alchimiste. C'est marrant, mais je pense que de toutes les configurations d'ascendant qu'on a faites, celle qui se rapproche le plus de l'enfant Harry Potter en face du miroir, c'est l'ascendant scorpion, en fait. Les 2 parents sont morts, assassinés à la naissance par le plus grand mage noir de tous les temps. Ça ressemble au come-up d'un ascendant scorpion, un enfant. Et donc, ce désir de devenir le plus grand des sorciers, de fusionner en fait avec ces ténèbres pour pouvoir les intégrer totalement, comprendre la mort plutôt que d'en avoir peur, maîtriser même la mort, c'est un thème qui revient beaucoup. Bon, je suis désolé, je parle beaucoup d'Harry Potter, mais en même temps, bon, j'ai utilisé un archétype d'Harry Potter pour illustrer mon propos, mais c'est un thème qui revient tout au long de la saga en fait. Les reliques de la mort, comment échapper à la mort, la pierre philosophale, la pierre d'immortalité, la pierre de résurrection, pardon, la baguette de Suro, enfin voilà, tout ce truc pour échapper en fait à la mort et maîtriser la mort, et l'antagoniste, donc Voldemort ou Grindelwald, qui cherche un moyen d'étendre sa vie à l'infini, quoi. Donc le désir profond, c'est ça, c'est de maîtriser en fait les énergies occultes plutôt que d'en avoir peur. Et le piège, en fait, c'est l'inverse, c'est marrant, c'est l'inverse de la Vierge, c'est l'addiction chaos. C'est de rejouer éternellement les traumas pour se sentir vivant. Et c'est fou parce que j'ai eu la conversation avec ma meilleure amie qui est Scorpion ascendant Capricorne. Et en fait, c'est elle-même qui l'a dit, c'est pas sorti de ma bouche, c'est sorti de la sienne. Ce truc où en fait, nous, les scorpions, faut qu'on arrête en fait de se dire, elle m'a dit, non mais nous, faut vraiment qu'on arrête de se dire juste parce que cette relation, elle est intense, elle est vraie. Bah non, en fait, elle est juste intense. C'est parce que c'est intense et violent et que voilà, nos émotions font cette espèce de yo-yo qu'on est en train de vivre quelque chose, une expérience qui a de la valeur. Non, juste c'est quelque chose de violent et c'est tout. Il n'y a pas forcément de la valeur derrière. Et je me souviens quand tu m'as dit ça, ça m'a fait exploser ça parce que je me suis dit, oh là là, j'utilise peut-être pas forcément les bons critères pour identifier des relations qui vont tenir dans le temps. Et je trouve que ça illustre bien ce que je vous disais sur cette nana avec qui j'ai passé du temps, qui a son soleil en taureau en 8. Les gens, j'ai fait ma série sur les gens dans les maisons que personne n'a compris, j'exagère maintenant, je pense que les gens ont un peu compris. Et en fait, les gens de la maison 8, on aime bien se retrouver entre nous. D'ailleurs, c'est marrant, mais je pense que les personnes qui participent d'elles-mêmes du jour au lendemain à un webinaire sur la maison 8, c'est des gens de la maison 8. Dans le caractère, dans la manière, bah ouais, ça te fait rigoler, Ornel, mais touché. C'est des gens de la maison 8, on est des gens de la maison 8. Et en fait, je pense que les gens de la maison 8, on vit des choses qui sont tellement particulières, tellement intenses, tellement transformatrices qu'on a besoin, on a ce besoin, pour pas se dire qu'on est fou, de se retrouver avec d'autres personnes de la maison 8. Mais c'est un piège, parce que, en tout cas pour les ascendants scorpions, c'est un piège, je suis désolé, parce que, voilà, vous pouvez juste vous retrouver avec un fou, une folle, en fait. Et c'est tout, il n'y a rien de mystique dedans. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Marlène, cette sensation de se croire folle, ah ben ouais, ben ouais.
Donc, à éviter les ascendants scorpions, se croire au-dessus du processus. Parce que c'est vrai que l'erreur, c'est presque une erreur d'ego, en fait. Se dire, oh là là, je maîtrise tellement mon ombre que je peux surfer sur les ombres et sur les traumas des gens. Ben, en fait, non. Et moi, c'est vraiment ce que c'est ma grande leçon d'humilité de l'entrée d'Uranus dans ma maison 8. C'est qu'en fait, je pense, c'est fou parce que vraiment, je repense à certains astrologues. Que je suis, notamment mon maître, c'est marrant, je parle jamais comme ça, mais littéralement, c'est mon maître, puisqu'il m'enseigne l'astrologie archétypale, qui s'appelle Ren Butler. Et en fait, il disait ça sur la maison 8. Lui aussi, c'est un des plus grands astrologues, enfin, voilà, d'enseignants d'astrologie archétypale. Et il disait que... Attendez, j'ai perdu le fil de mes pensées, laissez-moi me concentrer 2 secondes. Qu'est-ce qu'il disait? Hum, Sur la maison 8, il disait quoi? Ouais, que en fait, la maison 8, c'est un agrégat de choses qu'on pense, vu qu'on se répète tout le temps les mêmes traumas, on pense qu'on connaît en fait notre maison 8. Oula, c'est qui Océan? Océan, t'arrives un peu tard. Océane, pardon. On pense qu'on connaît notre maison 8, alors qu'en fait, non. La maison 8, justement, c'est plein de choses qu'on ignore, qui sont au fin fond de la casserole de riz qui a cramé le fond du fond du fond du fond de la casserole. Des trucs, enfin, on voit même plus on peut plus discerner les grains de riz. Et c'est ça, en fait, la maison 8. C'est, bah ouais, vous rigolez, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est ça, la maison 8, on peut plus distinguer les grains de riz. Et en fait, quand ils remontent brusquement à la surface, on se dit, waouh, en fait, c'était là. Et moi, pour le coup, je pensais que tous mes traumas générationnels, le karma de ma mère, le karma de ma lignée matrilinéaire, je pensais que c'était quelque chose dont je m'étais débarrassé, mais en fait, pas du tout. Puisque là, ça a vraiment eu l'effet d'une décharge. Je le sens plus sur mes épaules, comme je le ressentais auparavant. Marlène, tu veux dire quelque chose? On est des gnocchis, en fait. Cette image quand Se on dit ça colle remonte. en fait au fond de la casserole, ouais, un Mais peu. non, moi, enfin, je pensais au contraire qu'il y avait beaucoup de doutes, Mhm. que au contraire, un manque de confiance, ou beaucoup de doutes ou de remise en cause, et pas justement à se croire maîtrisé. Pour les ascendants scorpions dans la maison 8, La maison 8. bah, je pense que les deux sont vrais. Je pense que c'est pas mutuellement exclusif. Je pense que les deux sont vrais. Je pense que le scorpion mature, il a cette espèce d'humilité. En fait, on la vie l'a giflé. Donc, il est un peu, oh là, je vais prendre les choses avec des pincettes. Et moi, je peux confesser, je pense que le scorpion qui n'est pas totalement intégré ou pas totalement mature a ce truc un peu de prendre la confiance. En fait, c'est C'est une l'orgueil du protection magicien. alors. Par peur d'être piqué, il veut piquer avant, il se protège. Je pense qu'il y a de ça, mais je pense que c'est aussi l'orgueil du magicien, hein, ce truc qu'en fait tu manipules le magicien, le sorcier, le battleur, dans le tarot, ce truc où en fait tu sais que tu as cette capacité de changer la perception que les gens ont de certaines choses, et en fait, ouais, tu prends un peu tes aises, tu vois. Dis-moi. Moi, j'ai jamais vu comme ça. Enfin, c'est drôle comme c'est. Après, peut-être que je sais pas, ça parle pas à tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment ouais, je pense que c'est le talon d'Achille du scorpion dans cette maison 8, c'est de se dire que justement, parce qu'on est scorpion et que c'est la maison traditionnellement associée au scorpion, ben on a une sorte d'avantage ou de capacité supérieure aux autres, tu vois, à naviguer Non, je suis en train de comprendre beaucoup de choses en fait là. Enfin, dans moi, la j'ai la lune en scorpion, mais j'ai mon soleil donc en Placidus en 8, sinon il est en 9, mes Ok, conjoints Saturne. Et je pense que ok. tu vois, je suis beaucoup empreinte quand même du scorpion, Hmm. Ah sidéral bah de oui. l'ascendant scorpion, mais Hmm. je voyais pas du tout ce côté. Et en fait, c'est que je vois que j'ai peur d'être manipulée, que je Ah ne suis oui, pas ben, dedans, mais tu vois, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'arrivais pas à le ressentir, je pense. Parce que j'en ben, ai peur en fait. bah oui, bah après ça, c'est une peur, bon, je sais pas si c'est une peur de scorpion, mais moi, c'est une peur que je partage aussi, hein. Moi, j'ai cette frayeur d'être manipulé, d'être possédé aussi, toute cette question de l'obsession et de la possession. C'est dommage parce que c'est des choses que je voulais aborder en plus dans la lecture de la maison 8, mais c'est une maison d'obsession, hein. Nos obsessions, elles sont dans la maison 8. Et en fait, l'obsession, mais je vais quand même en parler parce que je suis en train de vous préparer, alors vous allez hurler, mais un cours de défense contre les forces du mal, où ça va être un méga bundle dans lequel je vais mettre un cours de démonologie.
un cours de pas mal de choses en fait que vous attendez pas forcément, mais voilà, Uranus dans la maison 8, ça m'a rendu un peu. Ouh, j'ai dit ok, foutu On pour est le foutu, 8 allons-y. Hein? et on est le 8 aujourd'hui. Ouais, c'est dingue, hein, c'est Mm. dingue. En plus, je voulais le faire hier, le webinaire, parce que c'est hier qu'Uranus est rentré en Gémeaux, mais au final, c'est le 8 que c'est fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes chers amis? Mais ouais, c'est aussi une maison d'obsession. Et en fait, l'obsession, c'est la première étape avant la possession. La possession, c'est le stade final, mais ça commence d'abord par de l'obsession, en fait. Hein, tu es un peu fasciné par quelque chose, un objet. Tu vois, dans les films un peu d'horreur et compagnie, il y a d'abord un petit peu d'obsession. Et après, tu commences à te concentrer. De l'obsession, tu passes à l'addiction. Et de l'addiction, la possession devient beaucoup plus facile. Mais ça, c'est des choses dont je vais parler dans cette espèce de cours sur les défenses contre les forces du mal. Donc voilà pour les scorpions. Attention à l'addiction au chaos. Pour les ascendants sagittaires, c'est très étrange. J'ai l'impression que j'ai déjà fait sagittaire, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dis-moi. Là, maintenant, en tant qu'ascendant vierge, je vais vous parler à vous, Scorpion. Donc, ascendant Scorpion, moi, j'ai été visitée, comme tu savais. Et en fait, ouais, le chaos, c'est pas mal parce que ça nous transcende complètement. Et en fait, Mm, maintenant, j'adore ce côté sombre qui m'a enseigné tellement de choses bien sûr. et qui m'a juste unifié. Voilà. Et Et je vous rééquilibrer comprends, peut-être. ouais, complètement, complètement ce côté très virginal. On prend toujours les vierges pour des, bon, coincés, etc. Mais c'est vrai que c'est très, on est très, je vais y arriver, cérébral. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis plus du tout. Et comme je suis occultiste, donc, Oui, je ça vous te rejoins force à. Mm, à se laisser aller, à se mm, laisser mm, faire. mm, Mhm. mm, 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 Et vivement tes prochains cours. J'attends. mm. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Non, mais franchement, en plus, le cours enfin, moi aussi, je vais partir, hein. Ouh. J'ai une collègue qui a débauché alors qu'on est censé finir dans 2 heures, mais voilà, moi aussi, je vais partir. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais j'ai toujours rêvé de faire un truc de démonologie parce que, en vrai, je sais plus si c'est dans Harry Potter que j'ai entendu cette quote, mais ce truc où, en fait, pour pouvoir lutter contre le mal, il faut le comprendre. On peut pas juste boucher ses oreilles, fermer ses yeux. Moi, c'est un peu ce qui me dérange chez certains chrétiens, ce truc de, ben non, en fait, ça n'existe pas. Si on se tait, qu'on dit rien, ben non, en fait, non, faut le regarder droit dans les yeux, faut comprendre ce que c'est, et ensuite, il faut aller au contact, quoi. Faut pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on regarde les chrétiens de la Bible, donc les premiers chrétiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas à se cacher au fin fond de chez eux. Voilà. Marlène, elle a dit pour vomir ses démons, il faut déjà les avoir avalés. Period. That's what's up. C'est ça. C'est ça, le propre du vaccin, exactement. Et toute la symbolique du serpent et du poison qui est extrait du serpent pour pouvoir en faire un antidote. On peut pas. On n'a rien sans rien. On peut pas faire une omelette sans casser des œufs, en fait. Donc, ouais, il y a un cours de démonologie qui est dans les tuyaux et qui va s'inscrire dans un plus grand cours de défense contre les forces du mal. Non, franchement, mon moi enfant serait fier de moi. Ascendant Sagittaire, donc le miroir du sens caché. Ici, le désir profond des ascendants Sagittaires, c'est de trouver le sens. C'est vaste, hein, de trouver le sens, mais voilà, trouver le grand sens, décoder l'univers, comprendre la nature de Dieu, comprendre les lois karmiques, cosmiques, comprendre la compréhension elle-même. Enfin, genre, même moi, même moi en tant qu'ascendant Scorpion, ça me dépasse. Mais voilà, quand on l'applique à la maison 8, c'est aussi comprendre les grands secrets de la sexualité et de la mort, puisqu'il y a vraiment une relation, il y a un dénominateur commun qui existe entre la sexualité et la mort et la vie aussi. Et c'est vrai que c'est beaucoup de thèmes qui reviennent dans les vies des ascendants sagittaires avec leur maison 8. Le piège ici, c'est l'illusion, évidemment, c'est de créer un récit spirituel qui n'est pas complètement vrai et qui protège de la vraie descente aux enfers. Hein, avoir une espèce de fausse descente aux enfers, où en fait, c'est un peu violent comme image, mais au moins vous allez comprendre. On arrive en fait au premier palier de l'escalier et on sait que l'escalier continue, mais on reste au premier palier de l'escalier, quoi. Et c'est un peu ça, les ascendants sagittaires, c'est cette peur de vraiment sauter dans l'inconnu avec un I majuscule, quoi. Et donc, et après, enfin, je ne jette pas la pierre sur les Sagittaires, ils le font pour plein de raisons, mais l'une des raisons qui les empêche de vraiment prendre les escaliers et de descendre, c'est la surintellectualisation, en fait.
Marlène, elle parle de la peur du saut de l'ange. En fait, c'est la peur du saut de l'ange parce que l'ange, il réfléchit trop. Et du coup, à force de réfléchir, il oublie qu'il a des ailes et qu'en fait, il peut remonter. Il peut remonter. La maison 8, c'est un vortex, hein, c'est pas un TED Talk. Donc, des fois, il faut ranger les bouquins et il faut vraiment y aller, quoi. Il faut sauter. Il y a Jenny qui rigole. Jenny, elle a juste rigolé, quoi. Pendant tout le webinaire, elle a juste rigolé, quoi. Mais c'est vrai, la maison 8, c'est pas un TED Talk. C'est un vortex. Il faut traverser le portail. Jenny, elle a dit, oh, on a des ailes, on lâche le TED Talk. Marlène, pousse-moi et tu me rattrapes. Euh, les ascendants Capricorne. Euh, un peu tristoun, en même temps, j'ai envie de dire, les ascendants Capricorne, il y a plein de choses qui sont tristoun dans leur thème, mais ce que le miroir de Riset nous révèle, c'est la question de la puissance maîtrisée. Hein, le Capricorne, son désir de contrôle, il est juste incomparable en fait aux autres signes. Je pense que le Capricorne va même encore plus loin que le Scorpion dans le désir de contrôle parce que le Scorpion, il a quand même cette dualité où quand il comprend que c'est aussi agréable d'être dominé que de dominer quand on est dominé par la bonne personne, il peut se prêter un peu à ce jeu-là. Le Capricorne, c'est extrêmement rare et je le vois avec ma meilleure amie, elle a son Capricorne, c'est rare. C'est vraiment rare. Ou alors, c'est les premières expériences et ils n'ont pas encore expérimenté les Capricornes, le chagrin d'amour, la trahison en affaires, ce genre de choses. Mais c'est rare, quoi. Donc, les ascendants Capricorne ont un désir profond de dominer les lois invisibles, de contrôler le pouvoir lui-même, la sexualité, les dynamiques de dette et de loyauté. Je ne sais plus si c'est les lions qui ont leur maison 8 en Capricorne ou les Capricornes qui ont leur maison 8 en lion. Non, les lions ont leur maison 8 en poisson, donc les Capricornes ont leur maison 8 en lion, si je ne m'abuse. Ok. Et en fait, c'est vrai que c'est ghetto, hein. Déjà, la maison 8, c'est une maison qui est extrême, c'est une maison qui est violente, c'est une maison de trauma. Et en fait, quand on rajoute le lion, dans les souvenirs d'abus ou de trauma, etc., il y a beaucoup de rapports de force asymétriques, d'humiliation, de destruction de l'ego. Et je pense que c'est ça qui fait que, en sachant que l'ego, c'est tellement important pour les êtres humains, hein, femmes, hommes, gays, ce qu'on veut, l'ego, c'est important pour les êtres humains, pour la construction de l'être humain. Voilà, le fait qu'il ait été détruit de manière aussi brutale, ou pas, hein, des fois, il y a des ascendants Capricorne qui sont chanceux, je pense que ça rend difficile le fait de lâcher prise, en fait. Donc, vraiment, le piège de l'ascendant Capricorne en maison 8, c'est de construire des forteresses émotionnelles qui sont infranchissables. Hein. Se méfier de tout lien profond. Hein. C'est quand même une maison 8 qui est dans un signe fixe de feu. Je ne sais plus qui disait plutôt que le feu est incorruptible et qu'on ne peut pas vraiment polluer l'élément feu. C'est compliqué, je trouve, d'accéder à en fait n'importe quelle maison entière en Lyon, si le Lyon ne veut pas que vous ayez accès, et c'est valable pour tout le monde parce que tout le monde a une maison entière en Lyon, vous verrez votre maison en Lyon, c'est l'une des maisons qui est la plus difficile d'accès. Hein, si c'est non, c'est non, quoi. Et donc c'est vrai qu'en maison 8, sur la maison de l'intimité, vous voyez un énorme dragon ou un lion, ça vous donne pas envie de plonger sous la couette, quoi. Vous laissez les choses comme elles sont et parfois vous partez. Et en fait, c'est un peu le malheur des ascendants Capricorne. Il y a aussi ce truc où bon là, je digresse légèrement, mais ma meilleure amie, elle est Capricorne, et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Beaucoup de femmes proches de moi dans ma vie sont ascendants Capricorne. Hein. Beaucoup de Scorpions ascendant Capricorne, et d'autres signes ascendant Capricorne, et beaucoup de Capricorne. Et en fait, ce qui est triste, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup d'éclat. Et c'est vrai que la maison 8, on pourrait se dire ah ben je vais trouver des trucs peu reluisants, des dossiers, alors qu'en fait c'est là où se trouve toute la gloire en fait des ascendants Capricorne, toutes les épreuves qu'ils ont transcendées, toutes les batailles dont ils sont sortis victorieux et même les batailles qu'ils ont perdues, ce qu'ils ont appris de ces batailles. C'est vraiment une très belle maison, la maison. Moi, c'est un plaisir d'être dans la maison 8 de mes meilleurs amis qui sont ascendants Capricorne avec mon soleil. Je vois en fait le dessous des coutures. C'est souvent des femmes qui sont très, enfin, en tout cas, les femmes qui sont autour de moi, très charismatiques, boss lady. Ma meilleure amie, elle est en banque d'investissement, tout le temps tirée à quatre épingles, tout le temps dans un avion, etc. Mais enfin, moi, je vois du coup ce qu'il y a en dessous des coutures et enfin, c'est beau aussi. Mais voilà, il y a des personnes, ça les impressionne dans le mauvais sens du terme, mais ils acceptent, ils ont du mal à accepter cette lumière et ils s'en vont, quoi. Donc,
Le piège à éviter pour la maison 8, pour les ascendants Capricorne, c'est c'est de croire que la maison 8 en elle-même, c'est votre empire à bâtir. Non, c'est un passage, c'est une zone de transition. C'est pas là qu'il faut commencer à bâtir et qu'il faut construire. En même temps, les Capricornes, j'ai envie de dire, ça les arrange bien. C'est une maison qui est confidentielle. Donc forcément, c'est cool de construire là-bas, mais c'est pas là-bas que vous êtes censé être vu, ce qui est assez contradictoire parce que c'est la maison entière en Lion, donc on veut être vu. Mais c'est pas là-bas que vous devez être vu. C'est juste un caveau qui est à vider. Enfin, si je disais ça à ma pote Anna, elle pèterait un câble, mais c'est vrai, la maison 8, pour tout le monde, c'est juste un caveau à vider. C'est juste que vous avez une maison 8 qui est un peu plus shiny que les autres. Les ascendants Verseau, le miroir de Riset, ce qui vous montre, c'est la liberté absolue. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est compliqué d'obtenir la liberté absolue dans l'incarnation que nous vivons actuellement, même si je trouve qu'on jouit d'une beaucoup plus grande liberté que nos ancêtres et les personnes qui ont vécu avant nous. Là, c'est un collègue qui vient de passer, il est trop mignon. Je merci, il ne comprend pas français. Mais il est trop mignon, c'est en allemand. Anyways, les ascendants Verseau, une fusion, un désir de transcendance, un désir de non-possession, de non-possessivité plutôt, de télépathie aussi. Hein. Ça, ce serait vraiment le paradis des ascendants Verseau. Je n'ai pas besoin de parler aux gens. J'ai pas besoin de parler aux gens, je sais déjà ce qu'ils pensent, sauf que ça n'existe pas. Être connecté sans être enchaîné, je pense que c'est plutôt ça, voilà, que je voulais dire. Être connecté, profondément connecté au collectif, sans être enchaîné par les émotions des gens, par leurs traumas, par leurs larmes, etc. En gros, ce dont rêve le Verseau dans cette maison 8, c'est un peu l'amour du futur, quoi. Un amour qui vous détruit pas, en fait. Parce que c'est vrai que l'amour qu'on se donne à notre époque, c'est pas un amour qui est très futuriste. C'est quand même que ce soit l'amour mère-fille, mère-fils, l'amour fraternel. Enfin, moi, j'ai interprété là, plus de 1000 charts pour le run là, de mythologie astrale. Franchement, les histoires de dingue que j'entends, enfin, c'est pas, on a un problème avec la définition même de l'amour. Donc, le piège ici, c'est de se dissocier, mais à l'extrême. Hein, jouer au scientifique froid, rester dans la théorie au lieu de ressentir les choses. Et s'il y a une chose que la maison 8 nous force à faire, c'est à ressentir. Même si elle est dans un signe d'air. Moi, j'ai ma maison 8 en signe d'air. Je n'ose même pas imaginer pour les gens qui ont leur maison 8 dans un signe de feu, ou dans un signe d'eau, ou dans un signe de terre. Moi, je l'ai dans un signe d'air et je ressens quand même toutes les émotions. Hein, il faut ressentir les émotions, il ne faut pas trop s'en détacher. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de croire que l'intimité, c'est une perte de liberté. Ce n'est pas vrai. Hein, 1, 2, 3, 4. J'ai perdu mon fil de pensée, attendez 2 secondes. C'est de croire que l'intimité, c'est une perte de liberté. Ce n'est pas vrai. Hein, parfois, c'est l'unique porte vers une liberté qui est plus profonde, une liberté qui parfois doit être partagée avec les autres. C'est la liberté de se montrer exactement tel que l'on est. Et donc ça, c'est un travail sur lequel le Verseau doit évoluer. Les ascendants poissons, le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que vous réserve le miroir de Rized? C'est la question du sacrifice total. Et donc ça, c'est un peu chaud. Dis donc, c'était tellement chaud que l'image, elle ne s'est pas affichée. Mais c'est un désir profond de se fondre dans le grand tout, de se fondre dans l'autre, de pouvoir tout donner. Et ça, c'est vraiment beau, mais en même temps, comme je vous dis, hein, on vit dans le monde dans lequel on vit. Donc, n'allez pas vous donner à n'importe qui. Sinon, vous allez pas... vous allez revenir, mais vous allez revenir en morceaux, quoi. Hein, c'est bien de tout donner, mais il faut tout donner à la bonne personne. Hein, mais voilà, j'en ai des frissons, mais je ne sais pas si vous avez déjà été aimé par des poissons, mais c'est un truc qui est inimitable. De même que quand les gens me disent as-tu déjà été aimé par un lion? C'est vrai, mais aimé par un poisson, c'est encore un autre niveau d'amour, de passion dans le sens noble de passion, pas la passion cœur, SMS, texto, mais vraiment la passion, on souffre pour l'amour. Et en fait, c'est ce désir d'aimer jusqu'à disparaître, en fait. Et ressusciter à travers la souffrance. C'est vraiment le désir profond de la maison 8 pour les ascendants poissons. Et le piège à éviter, c'est de croire que souffrir, c'est nécessaire pour aimer. Et donc, c'est complètement contre-intuitif pour le poisson, parce que c'est vrai que c'est un signe qui est parfois un peu martyr. Et la maison 8, elle peut vous élever, mais seulement si vous décidez de vous sauver aussi, les ascendants poissons. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde et ne pas vous sauver, parce que sinon, vous n'existez plus. Donc, c'est cool d'aimer à l'extrême, mais il faut quand même exister aussi pour savoir ce qui se passe après l'amour.
est-ce qu'il est possible de trouver un miroir de Reset qui ne ment pas? Ben pour moi, le miroir de Reset qui ne ment pas, c'est la maison 8, hein. C'est là qu'on sort aussi de l'exemple pour revenir vers l'archétype originel. La maison 8, c'est une maison qui va vous montrer le fantasme le plus secret, hein, de votre âme. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, hein, les interprétations que j'ai faites de la maison 8, mais c'est quelque chose dont on a presque honte, hein. Que ce soit le fait d'aimer au point de disparaître, ou pour l'ascendant scorpion, le fait de vouloir se connecter avec des personnes qui sont un peu chaotiques pour pouvoir ressentir certaines émotions, c'est pas des choses qu'on va aller déclarer en place publique, quoi. Il y a une petite gêne, il y a une petite humilité, comment on dit déjà en bon français, il y a quelque chose, en fait, pour moi, on a un bon rapport à la maison 8 quand ce qui s'y trouve nous fait rougir, hein. Il faut qu'il y ait une petite gêne. Et donc, la maison 8, elle nous révèle le fantasme le plus... Voilà, l'intimité, merci. L'intimité, exactement, l'intimité. Donc, la maison 8, elle nous montre le fantasme le plus secret de notre âme, le fantasme qui nous tente, le fantasme qui nous effraie, et celui qui pourrait aussi nous libérer, hein. C'est ça la métaphore du dragon, hein. C'est vrai que le dragon, on le voit comme quelque chose de terrifiant, il va nous bouffer, etc. La pudeur, merci, c'est la pudeur. On le voit comme quelque chose de terrifiant, mais il y a aussi quelque chose de profondément séduisant, hein, dans la puissance et dans la férocité, dans le pouvoir aussi que détient le dragon, ou le serpent, hein. C'est presque la même chose. Mais voilà, tout comme le miroir du Reset, la maison 8 elle va vous demander une immense maturité émotionnelle, ne pas rester figé dans ce reflet, voir au-delà en fait du miroir, et surtout ne pas en faire une prison qui est dorée, mais plutôt marcher vers le miroir, un pas à la fois, avec discernement, avec foi et avec vérité. Et ça, je pense que c'est vraiment comment dirais-je, c'est la force d'Harry Potter, justement, dans le film. Lui, il vient pas devant le miroir en mode OK, montre-moi ce que tu veux, quoi. Au début, il voit ses parents, mais très rapidement, il met la main dans sa poche et se trouve dans sa poche quelque chose dont il avait besoin, et peut-être même quelque chose qu'inconsciemment il voulait, mais qu'il avait peut-être oublié parce que ça avait été dissimulé par le désir. Et c'est la pierre philosophale. Et en fait, quand on connaît un petit peu l'alchimie, pourquoi vouloir, parce que c'est drôle, dans le film, Voldemort lui propose de s'allier, pourquoi il ne le rejoint pas, etc. Mais en fait, pourquoi vouloir rejoindre quelqu'un qui n'arrive même pas à se maintenir en vie, doit tuer les licornes et boire leur sang pour pouvoir se maintenir en vie, quand le destin te donne la pierre philosophale, parce que tu es méritant, en fait, de cette pierre philosophale. Donc moi, je pense que c'est un peu sur ça que je voulais finir le webinaire, c'est sur le fait que voilà, il faut accepter de traverser l'obscurité avant d'atteindre la lumière. Et je pense que c'est la vraie définition de la maison 8, d'autant plus que derrière, on a la maison 9. Alors, je ne sais pas si ce format il vous a plu, mais s'il vous a plu, on pourra peut-être potentiellement explorer les autres maisons, notamment la maison 9. Et quelle beauté, en fait, dans la maison 9, quel triomphe de l'âme dans la maison 9, quelle renaissance, puisque c'est une maison dans laquelle le soleil gagne une dignité accidentelle, quoi. Donc c'est bien, j'avais quand même laissé quelques slides sur Uranus. Alors, on ne pourra pas avoir Uranus dans dans toutes les maisons pour tous les ascendants, parce que là, on a juste fait les maisons 8 et je suis déjà en train de canner. Mais Uranus est en train de rentrer dans votre maison entière en Gémeaux, et ça va créer une très grande disruption. Pourquoi? Parce que le Gémeaux, c'est un signe qui est associé à l'information, et Uranus, c'est une quantité, c'est comme si on comparait la transmission électrique entre des câbles téléphoniques ou de télégraphe avec des semi-conducteurs, hein. La densité d'information est beaucoup plus forte avec Uranus, et donc il y aura beaucoup de révélations, la rupture parfois brutale de certains schémas, de très grandes libérations, des libérations mais spectaculaires. Vous allez voir des gens, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, hein, mais, mais vous allez voir des gens, souvent on compare Uranus et son énergie avec la question LGBT, etc. Oh my God, cette activation d'Uranus, je suis devenu gay. Et si c'était l'inverse, en fait, et si c'était des personnes, vous pouvez me dire que 100% de la population masculine qui kiffent des mecs sont tous à fond sur les mecs. Forcément, il y a des personnes qui sont entre les deux, hein, c'est un spectre, en fait. Donc, et si, par exemple, vous aviez des personnes qui vous disaient, mais en fait, je me suis sociabilisé, j'ai grandi toute ma life en tant que mec gay, mais en fait, j'aime profondément les femmes, en fait. C'est ça mon délire, c'est j'aime les femmes. Et en fait, les gens sont en mode, oh, waouh. Et c'est ça, en fait, Uranus, cette espèce de choc
cette espèce de surprise, un truc pour lequel on s'y attend absolument pas, des personnes qui sont athées, qui vont se découvrir une foi qui est extraordinaire, des personnes qui sont croyantes, mais peut-être qui ont une approche de la foi et de Dieu qui est vraiment, excusez-moi, hein, mais elles sont croyantes certes, mais une approche qui est vraiment stérile en fait de la foi et de la religion. Elles vont devenir athées, mais en devenant athées, elles vont peut-être être de meilleurs chrétiens, chrétiennes, musulmanes, musulmans que des religieux. C'est ça, en fait, les retournements de situation un peu uraniens. Et clairement, c'est un truc qui, je sais pas, moi j'ai hâte en tout cas d'arriver à ce stade-là du transit d'Uranus. Trop drôle, Benita, elle arrive à la toute fin du webinaire, quoi. Donc, on n'a peut-être pas. Enfin, si je pense qu'on a bien parlé de la maison 8, quand même, alchimie intérieure, perception psychique, résilience extrême. Et les défis, évidemment, de la maison 8, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui s'y passe, mais ce n'est pas forcément une maison qui est toujours agréable. Il faut se méfier de l'obsession, il faut se méfier de la manipulation, il faut se méfier de la peur de l'abandon. Et c'est ça qui va nous permettre de naviguer un petit peu plus facilement dans les eaux profondes de la maison 8. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des mots que vous voulez partager? Je vois, Marlène, que tu as toujours la main levée. Est-ce que c'était une ancienne question ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah non, je suis désolée, mais j'ai juste mis, ça m'a fait penser par rapport quand tu as dit à l'alchimie, le charbon et le diamant. En fait, ils sont tous les deux Waouh. du même carbone, Hmm. sauf que le diamant, il se trouve dans des endroits encore plus profonds que le charbon. Hmm. Et je trouve que la métaphore, elle est belle. Enfin, pour moi, elle me parle avec la maison 8, justement. Ben, je trouve ça très puissant en ce qui concerne la maison 8, surtout quand on sait ce que l'âme devient ensuite dans la maison 9. Elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse de liberté, elle a été fécondée, cette âme, elle veut donner la vie après qu'on la lui ait donnée, ou rendue plutôt. Et dans la maison 9, elle va chercher sa prophétie. Donc c'est un peu un teasing du prochain webinaire qu'on va faire potentiellement sur la maison 9, mais c'est la maison des prophéties. Chacun veut récupérer sa prophétie, sa raison d'être et comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. Mais le courage, en tout cas, de poursuivre cette quête, je pense, vient de la mort qui a été traversée dans la maison 8. Et j'ai rapidement parlé d'humiliation, mais c'est vrai, la question de l'humiliation, elle est importante. Pourquoi? Puisque quand on pense au parcours d'Inanna Ishtar, d'Isis et même de Perséphone, la monnaie d'échange pour vivre cette transformation-là, c'est aussi une forme d'humiliation. C'est pas agréable d'être kidnappé, c'est pas agréable d'être démembré, c'est pas agréable pour la déesse Inanna qu'on lui retire tous ses ornements, hein, la couronne, le sceptre, le diadème, sa beauté, sa grâce, son courage, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, il ne reste plus que l'âme. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur Uranus? Un truc que je n'ai pas noté dans ma presse, mais qui est quand même important, c'est que les alchimistes et les astrologues anciens, quand ils parlent en fait d'Uranus, et surtout le glyphe pardon, d'Uranus, il est très lié à la rencontre entre le fer et l'or. Et en fait, pourquoi on a appelé Uranus Uranos d'après le titan du ciel? Parce que c'était une manière de dire, grâce à la technologie, grâce à l'évolution, grâce à la compréhension et à l'innovation, on a réussi à reconstruire, alors artificiellement peut-être, hein, un pont entre le ciel et la terre. Hein. Et je vous invite à consulter la mythologie astrale de Ganymède, de Jésus-Christ et de tous ces avatars qui essaient de construire comme ça un pont entre le ciel et la terre. C'est la vraie définition d'Uranus. Donc on commence par la maison 8, mais on finit par Uranus. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu l'actu. Hein. Uranus est rentré en Gémeaux hier. Donc voilà, gardez à l'esprit que cette maison entière en Gémeaux, elle va être un peu chamboulée là pour les 7 prochaines années. Je crois qu'il y a quelqu'un qui écrivait 2033 dans le chat, mais pourquoi? Je crois que c'est Vivien, mais je ne suis pas sûr. Bon, enfin bon. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques, des choses à dire par rapport au sujet? Non? En même temps, j'ai envie de dire, c'était tellement intense. Pour le coup, c'était vraiment un webinaire sur la maison 8. Hein. J'ai l'impression qu'on l'a traversé à la nage.
Merci, toujours passionnant. J'ai l'impression de la traverser la maison 8 à la nage, genre je transpire et tout. Oh my God. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est cool. Ça a été un plaisir en tout cas d'animer ce webinaire. Ça m'a mis en selle pour en animer d'autres. Donc, si ce format vous plaît, restez dans les parages. Je vais sûrement faire un webinaire sur la... Oh, trop chou, je suis arrivé à la fin, je vais attendre le replay. Ok, pas de problème. De toute façon, je vais poster le lien sur Patreon et sur YouTube aussi. Et je vais sûrement faire un webinaire sur la maison neuve parce que c'est une maison que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est la maison dans laquelle se trouve mon soleil dans le système Placidus, ma Vénus et ma Mercure aussi. Et c'est une maison qui est pleine d'espoir, donc je pense que ce sera bien aussi de parler de choses positives et lumineuses pour le prochain webinaire. C'est cool, hein, le dark side, mais il ne faut pas non plus trop rester dedans. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et d'être restés jusqu'au bout. C'était censé durer 1 heure, ben bravo, hein, 1h40, franchement. J'ai l'impression que Chris ne voit pas mes réactions, mais tu n'as pas mis ta caméra. Comment je vais voir tes réactions? Jenny qui dit merci, Julien qui dit merci. Merci à vous, mes chers amis. Merci d'être restés jusqu'au bout. Et merci d'être sur Patreon et merci d'écouter le podcast, hein, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Comment j'arrête l'enregistrement?